Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Oui, Carlos, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes bien sûr sur Equinox Télévision en ce jour de jeudi. Un jour qui nous porte également justement au couloir, ou si vous voulez au panthéon de l'actualité, tel que revisité par nos différents panélistes ici présents et qui ont effectué le déplacement. On va accueillir Charles Armel, bonjour. Bonjour Didier Patrice et bonjour aux délégués de la communauté urbaine de Douala. Oui, et le pont se porte bien. Trop d'embouteillages depuis quelques jours et aucune solution. Bonjour à vous, tout va bien. Tout va bien, merci Charles Armel. Et puis Megui est tout à côté aussi. Bonjour Megui. Bonjour Didier Patrice et bonjour à nos téléspectateurs de Zénith. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve encore ce matin en leur compagnie. Et on espère que les réactions seront nombreuses, comme à l'accoutumée. Allez, merci. En attendant effectivement d'avoir ces quelques réactions qui nous sont parvenues de la part des téléspectateurs qui n'hésiteront pas de venir nous laisser quelques-uns ce matin, nous accueillons également Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Didier Patrice, moi je salue les populations de la région de l'extrême nord. Elles s'inquiètent des mesures prises par le préfet, mais je voudrais leur dire, chers compatriotes, c'est pour notre sécurité à tous. On a demandé de fermer les débits de boissons la nuit, observons-les, fermons-les. Sinon on ne sait jamais par où Boko Haram va passer pour s'aimer la désolation. Absolument. Les mototaxis aussi, vraiment, respectons les mesures administratives que M. le Préfet a voulu bien prendre. Une mesure que nous comprenons bien dans le contexte actuel sécuritaire préoccupant. De toutes les façons, beaucoup de courage à tous nos amis téléspectateurs du côté du septentrion. Allez, notre chère Tendance Kenyé nous a fait l'honneur d'être là également ce matin. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je veux dire bonjour aux filles qui font en sorte que les hommes ne nous respectent plus. Mengagne, oh Mengagne, a fait fort. Ma chérie, hier à la réunion du clan d'âge, c'est ton nom qui est à la une. Un gars t'embarque samedi en boîte. Il t'amène chez lui, tu ne veux plus rentrer, maman. Yeah! Oh mes gars, les filles qui font que les hommes ne nous respectent plus, maman. Tu es parti en boîte. D'abord, tu fais quoi d'abord en boîte? De lundi à lundi, tu es en boîte. Je vais te montrer toutes les boîtes de doigts là. Même quand elle est partie en boîte, non, Megui, elle est arrivée, trouver 1 million de gars. J'aime la photo du gars parce qu'elle causait avec le gars hier. J'aime causer avec la grande sœur du gars. Oui. Ah, elle a vu un gars. Donc, quand tu vois le gars d'abord mignon, élégant, avec la tablette de chocolat. Hey, Patrice, donc le gars est fraîchement sorti de l'école. D'après ce que la grande sœur du gars m'a dit. Que le gars fraîchement sorti de l'école, il a trouvé un emploi. Il est bien, il est déjà cadré dans une société de la place. Le gars, il va en boîte. Il voit même gagner. Même gagner, c'est l'une de nos copines. On fait le clan d'âge ensemble. Au lieu de rentrer chez elle, elle va dormir avec le gars. Dimanche matin, midi, sur le gars, quoi qu'elle va rentrer, elle ne rentre pas avec lui. Oui. Lundi, le gars, quoi qu'elle va rentrer, elle ne rentre pas. Jusqu'à hier, lundi, le gars, quoi qu'elle va rentrer, elle ne rentre pas. C'est jusqu'à mardi que la grande sœur du gars est venue. Que non, libère. Tu ne peux pas avoir mon petit frère comme ça, tu t'accroches. Et croyez que le monde devait être au courant. Ce qui nous énerve encore, que le gars m'a expliqué avec sa grande sœur que dimanche, elle a commencé à chanter. Maman, je suis calée, oh, je suis calée. Tu caches dans le premier jour, mamie. Quand on me parle, tu dis que c'est l'amour. Quel amour? Tu es amoureuse pour qu'elle est qui? Je vais gâter ça. Tu ne peux pas avoir 1 million de garçons fraîchement sortis de l'école, sa famille compte sur lui, tu partes un gamba. Je gâte. Tu as compris, hein? Vous faites qu'on ne nous respecte plus. Mais là, elle dit que c'est l'amour. Si la sœur du gars ne te faisait pas partir de chez son petit, c'est que tu te gambas jusqu'aujourd'hui. Donc je vais couper quoi en disant aux filles qui me regardent ce matin. Je sais que quand je vais parler, les gens vont m'insulter de longue bouche. J'assume mes propos. Donc où vous êtes là, apprenez à prendre vos responsabilités en main. Est-ce que c'est normal d'arriver en boîte, tomber sur dans le premier jour où vous embarquez, vous battez voir la clim, la maison est belle, le luxe. Vous tombez parce que il y a la clim chez toi. Hein? La chambre que tu nous as, il y a la clim là-bas. Comme tu as vu la clim, la maison est belle et propre. Tu commences à chanter. Maman, je suis calée. Je suis calée. Tu cales en un jour. Hey!
C'est chaud, Patrick. Pardon, les téléspectateurs ont la parole, trop parler, c'est maladie. Merci. Vous avez remarqué avec beaucoup de passion, de toutes les façons, qu'elle nous partage cette histoire, un tant soit peu bizarre quand même, parce que nous savons que généralement, c'est des cas qui sont légion, qu'une dame arrive pour la toute première fois. Elle calme. Et puis elle calme. Elle dit qu'elle l'aime. On aime en même jour. Cette expression. Charles Armel, d'accord. Cela t'est-il arrivé déjà? Non. Non. Jamais. Il faut dire que il y a certaines réserves qu'il faut à un moment donné mettre. C'est pas parce qu'on a rencontré une femme un lundi qu'on va se permettre de lui ouvrir pratiquement sa boîte à Pandore. Elle n'a pas besoin de connaître un certain nombre de choses. On peut s'arrêter sur des discussions basiques, peut-être le nom et tout, et même embarquer, comme l'expo respecter l'expression de tendance, embarquer pour rentrer à la maison. J'estime que cela va d'une sorte de légèreté de la part du garçon qui s'engage dans une relation comme celle-là. Vous ne connaissez pas qui elle est, vous ne savez pas d'où elle sort. Est-ce que c'est une fille maudite? Est-ce que c'est une bandite? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les fées de nuit? Vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Vous vous permettez de l'introduire dans votre intimité, dans votre temple, parce que j'estime que le lieu où vous dormez, c'est votre temple. C'est le lieu sacro-saint. On n'amène pas n'importe qui dans ce lieu. Lorsque vous avez choisi d'amener une femme, c'est parce que vous avez mesuré la longueur qui pourra vous unir désormais. Donc j'estime qu'il a commis la plus grosse erreur qui soit. Mais si elle est restée, ça suppose qu'elle est restée avec son aval. Ça suppose que quelque part, il a pris un malin plaisir. Soit il s'est rendu compte que la fille était amoureuse de lui, et par conséquent, il a voulu user de toutes les faveurs de la fille chez lui. Soit alors la fille a proposé ou la fille a utilisé certains subterfuges qu'on connaît bien aux femmes pour pouvoir s'incruster et rester jusqu'à ce que sa soeur intervienne. Mais pour moi, je pense que c'est une grosse erreur parce qu'on ne se lève pas du premier jour qu'on rencontre une fille à aller plus loin. Je dis plus loin parce que même embrasser une fille le premier jour, il y a des échanges de fluides, on fusionne, on partage. Cette salive qui passe, cette copulation, s'il faut le dire, on échange beaucoup de choses qui peuvent être négatives, nocives et qui peuvent même jouer sur la vie même future de cet individu. Donc il faut prendre le temps et voilà. Il faut prendre le temps, c'est ce que nous allons retenir de l'analyse faite par Charles Armel. Je ne sais pas si Meggy sera de cet avis-là, qu'elle le partage ou non, mais en même temps, il y a lieu de se poser des questions. Qu'une demoiselle arrive pour la toute première fois chez un homme et décide... Oui, tout à fait, Didier Patrice. Je dis tant pour l'homme que pour la femme. Les deux ont fait preuve ici de beaucoup de légèreté et même d'imprudence, parce qu'on entend parler aujourd'hui de crimes rituels, de viols et tout. Donc vous ne pouvez pas rencontrer, je dis bien la femme et l'homme, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un en boîte de nuit que vous n'avez jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève, vous n'avez même pas d'amis communs. Et comme ça, vous amenez une fille et vous, la fille, vous vous laissez embarquer par un parfait inconnu, vous allez chez lui. C'est extrêmement imprudent, c'est très très léger. Donc vraiment pour les filles, surtout les filles qui se laissent entraîner dans ce genre de situation, il faudrait qu'elles arrêtent. Parce que demain, laissons même le cas de l'imprudence, au vu de face à l'homme avec qui vous êtes, vous voyez, comment est-ce qu'il va vous considérer? On dit une relation, c'est la base. C'est la base. Quelqu'un peut venir avec vous bourré de très très bonnes intentions, mais la façon dont vous vous comportez peut le dissuader à poursuivre quelque chose avec vous. Là, la fille a fait preuve d'opportunisme. Voilà, je suis tombée sur quelqu'un. D'accord, elle arrive, elle trouve un cadre très attrayant. Et pour cette raison-là, elle est prête à rester là au point de s'installer. Et comme disait Tendance, chanter, je suis calée, je suis calée. Donc, c'est des comportements à décrier. Qu'est-ce qui peut motiver ce type de comportement, Meggy? Oui, l'opportunisme. Chez la dame, par exemple. L'opportunisme, un certain désespoir, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui veulent absolument se caser. C'est-à-dire sans regarder tout ce qui entoure justement la situation dans laquelle elle va se retrouver. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais assez? Est-ce que l'environnement familial dans lequel je vais me retrouver avec cette personne sera propice à l'épanouissement d'une relation? Je ne connais même pas sa famille, je ne connais rien du tout. Donc les choses doivent se faire progressivement. En plus, rencontrer en boîte, c'est vrai qu'on peut rencontrer tout le monde n'importe où. On peut rencontrer son amour au marché, même en boîte de nuit. Mais il y a quand même des préalables et puis un certain comportement assez responsable qu'on doit avoir pour pouvoir avoir une relation saine, quoi, Absolument. sur le long terme. Allez, merci Meggy. Nous allons certainement y revenir. Je vais simplement rappeler que les téléspectateurs ont également la possibilité de laisser quelques messages en rapport avec cette histoire qui nous est racontée par notre chère Tendance Kenya. On va écouter
comme on a coutume de le dire chez nous, respecter ceux qui ont vécu. Donc je me demande si cela était également de l'époque de notre cher Mbombo. Comment comprendre que cela puisse arriver? Cela est arrivé malheureusement, précisément également parce que nos enfants qui ont embrassé le modernisme, ils n'y ont pas mis les contours qu'il fallait. Nous avons l'habitude et nous avons coutume de dire, revenez à vos traditions, c'est-à-dire quoi? De savoir que c'est bien deux personnes qui s'engagent, mais le mariage, ce n'est pas deux personnes, hein. Oui. C'est deux familles qui s'unissent. Parce que le jour où on vous donne votre bouteille, vous faites la dot, ni vous, aucun prétendant ne parle. C'est les représentants de deux familles qui parlent. Donc nous voulons que cela continue. Même si vous faites votre choix, vous-même vous dites à vos parents, voilà celle que je voudrais épouser, la fille également dit à ses parents, voilà. C'est pour ça que, bon, ça arrive parce qu'ils estiment qu'ils peuvent mener leur vie comme ils veulent. Mais je pose l'analyse qu'a faite Megui tout à l'heure en disant qu'au moins soyons prudents. Oui, c'est vous avez aimé, mais soyons prudents. C'est vrai, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2 dans ces choses-là, mais mettez un peu de prudence de votre côté. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la nuit, vous n'avez pas été rapproché par l'ennui de l'un ou de l'autre, vous vous êtes rencontrés comme ça de manière fortuite, d'accord, on ne sait jamais le jour où vous faites des bonnes rencontres, mais on ne sait pas non plus le jour où vous en faites des mauvaises. Donc c'est un peu délicat à ce moment, surtout avec les temps qui courent, comme on dit. Elle a rappelé un certain nombre d'événements maintenant, donc il faut être prudent et prudent. Oui. Beaucoup de prudence de toutes les façons, hein. On sait généralement, il n'y a pas que les femmes qui sont sujettes à cela, il y a également des hommes qui rencontrent pour la toute première fois tendance Kenny. Mais regarde, Pat, mais ça dépend, parlons pour mes vrais. Il fallait d'abord que la reine, parce qu'au clan d'âge, c'est son nom qui marche. Parce que c'était moi, elle aussi me rincer. Mais parfois, ça arrive. C'est que le mari est tellement du qu'aujourd'hui, il y a les filles qui marchent comme ça, là, c'est l'Ongambi. Où ça marche, où ça peut marcher, je ne sais pas. Donc elle vient comme ça, là, elle s'installe. S'il y a possibilité d'appeler sa soeur, s'il y a 2 chambres, elle dit à sa soeur comme elle vient, on vit nous ici. Après, on commence à faire le call box devant la maison. Mais comme on ne sait jamais, on peut rencontrer son gars n'importe où. Point de départ, si moi particulièrement je tombe sur un gars en boîte, pour m'embarquer c'est dur. Parce que je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Quand tu m'embarques, j'arrive chez toi, c'est un peu comme si tu ne me considérais pas. Alors que vous pouvez vous changer des numéros, on ne refuse pas. Le lendemain, il t'appelle, tu arrives chez lui, vous causez. Mais si j'arrive chez toi... un peu ce que disait Mbombo sur la question, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vous connaître. Apprenez à vous respecter, faites-vous respecter. Quand on te prend le premier jour, vous partez dormir. Tu restes encore, vous continuez toujours à dormir, il ne te respecte pas. Donc ça veut dire que si moi j'arrive chez un homme le premier jour, d'abord on ne va pas dormir le premier jour. Deuxième rendez-vous, on peut bien causer, le temps de te connaître aussi. Si mon cœur bat trop pour toi et je vois que tu ne m'aimes pas, je te libère. Je te libère que de rester là, tu me Merci d'avance. Le débat se poursuit à travers justement nos charmants amis internautes et ceux qui voudront nous laisser quelques messages sur cette histoire du jour. Elle nous permet d'embrayer avec la colère de Charles Armel que voici. Je m'interroge ce jour sur la question de l'addiction au téléphone au Cameroun. La vie est désormais rivée par le téléphone au Cameroun. Tout se dit, se fait, se pense et se conçoit via le téléphone. Je m'interroge sur les multiples fonctions du téléphone dans notre nation. Comment comprendre ce trouble psychologique qui mine notre pays? Comment comprendre le fait que le ministère de la Santé ne se préoccupe pas de ce problème qui, en principe, devait être un cas de santé publique? Aujourd'hui, tout le monde pianote. On pianote à temps et à contre-temps. N'importe où, n'importe quelle heure, on pianote. Peut-on construire une nation avec des individus devenus hyper dépendants du téléphone? Vous ne pouvez faire un tour dans un recoin de cette ville sans voir un individu manipuler son smartphone ou téléphone. Le téléphone est devenu si vulgaire qu'on l'utilise partout. Dans les bus, restaurants, snack bars, boîtes de nuit, rues, boulevards, églises, dans les salons de coiffure, salles de classe, dans les bureaux. Pendant les réunions, on utilise le téléphone. Rien que le téléphone
Oui, même le téléphone de service a perdu toute sa valeur. On n'utilise plus le téléphone. Oui, le téléphone portable est devenu un allié indispensable. Regarder son téléphone portable dans la rue est devenu une habitude. Traverser la rue en vérifiant ses courriels est aussi devenu courant. Comment comprendre l'inertie du gouvernement face à cette utilisation abusive? Pourquoi ne pas l'interdire ou alors interdire l'utilisation de son portable dans la rue afin de réduire le nombre d'accidents de la route liés au smartphone? Près de l'utilisation de smartphones, nous avons les applications dont les Camerounais en raffolent. WhatsApp, Facebook, Viber, YouTube et j'en passe. Il ne passe une heure sans que vous entendez le téléphone sonner et cliquer l'individu aussitôt s'intéresser parce qu'on a rendu, on a fait, créer une drogue que sont les notifications. Le téléphone est tellement présent que les époux, même couchés sur le lit, préfèrent communiquer par smartphone. Savez-vous que selon le chiffre le plus récent, un Camerounais regarde son portable en moyenne 200 fois par jour? Je dis un Camerounais, 200 fois par jour. Savez-vous que la causerie parents-enfants n'existe plus, tellement le téléphone a remplacé tout. On dort avec le téléphone, on passe la journée avec le téléphone, on passe la soirée avec le téléphone, on mange avec le téléphone, on rentre en manipulant avec le téléphone. Ou alors on fait bisous à l'épouse même, téléphone à la main, pour répondre à la douche. Parfois on se lave, le téléphone sonne, on sort en courant parce qu'il faut décrocher. Savez-vous que 79% des Camerounais cherchent le téléphone dans les 5 minutes qui suivent leur réveil? 68% dorment avec, 67% le consultent, même en l'absence de sonnerie ou de vibration. Et enfin, 46% déclarent qu'ils ne peuvent pas vivre sans téléphone. Savez-vous que l'Afrique comptera 370 millions de smartphones d'ici fin 2018? Savez-vous que 53% des utilisateurs de téléphones mobiles présentent des symptômes d'anxiété en cas de problème avec leur portable? Comment avons-nous pu laisser le smartphone s'immiscer à ce point dans notre intimité? Allez, incroyable. Je suis un tout petit peu obnubilé par ce rapport que vous faites, effectivement ce constat autour de l'utilisation, l'usage que nous faisons des téléphones portables. On parle de génération high-tech, on parle de développement de ce qu'on pourrait appeler nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, ce que vous relevez, c'est cette dépendance au téléphone qui commence à poser problème dans une société qui n'a peut-être pas été préparée à accueillir cette épopée fulgurante des technologies de l'information et de la communication. Bombok Bengan, commençons par votre lecture de ce rapport de Charles Armel. Non, le téléphone, j'allais dire, a dénaturé, et je pourrais peut-être dire également à déstructurer toute la société mondiale. Hein, toute la société mondiale. Le premier vecteur et la première conséquence a été la disparition progressive de la poste. La poste, on n'envoie plus de lettres, on n'envoie plus de cartes postales, on ne communique pas des textos. La deuxième conséquence était le contenu même de nos messages. On met les textos dans les abréviations, ainsi de suite. Mais on s'y est accommodé de telle manière que c'est vrai, parce que ça nous approche. Vous avez quelqu'un au village, vous êtes en ville, vous pouvez facilement vous communiquer. Parce que hier, il y avait le téléphone, parce que là, il faut préciser qu'il parle du téléphone portable. Il existait bien le téléphone, mais qui était fixe. Et tout le monde n'avait pas accès à ce téléphone fixe-là. Ce portable, il est partout, mais ça rapproche quand même. Peut-être parce que c'est cette orientation qui voudrait qu'on parle du village planétaire. C'est-à-dire que dans un village, tout le monde, vous pouvez facilement vous parler, vous pouvez facilement communiquer. Et ce n'est que cela. Mais les dérives, il en a soulevé certaines, j'ai relevé quelques-unes également. Le téléphone, on est devenu l'esclave du téléphone aujourd'hui, avec toutes ces applications qu'on y met en dehors. Hier, il y avait Facebook, maintenant WhatsApp, Imo, un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on ne dort même plus. Snapchat. Voilà, on ne dort même plus. Même votre vie privée n'est plus sécurisée. C'est-à-dire, vous êtes au marché, comme c'est la ville, j'en ai d'ailleurs eu dans mon statut de Bombok, à régler des litiges le week-end passé. C'est-à-dire, j'ai un ami, un cousin d'ailleurs, qui donc les belles-sœurs ont rendu visite, il les accompagnait à Douala pour voir les marchés. Pap, on les a filmés, on a fait WhatsApp à son épouse. Et heureusement, elle s'est mise à rire, puisque c'était ses propres cousines. Elle l'avait envoyé. Regardez jusqu'où
on peut aller juste au téléphone. Donc en fait, faisons attention. C'est un mal nécessaire, c'est un appareil qu'on utilise tout le monde, mais bon, il existe toujours à côté des gens mal intentionnés qui peuvent vous gâter la vie. Absolument. L'usage qu'on fait effectivement de ces téléphones-là, portables, autres tablettes, avec vous faisiez bien de le mentionner, de le noter également ce jour, la pluralité bien sûr de ce qu'on pourrait appeler application, autant distractive que instructive. Donc du coup, on est un tout petit peu partagé à cela. Alors, tendance Kenya, on va prendre l'avis de Meggy, on va prendre le tien d'abord sur la question effectivement des téléphones portables et l'usage qu'on en fait. Si ça dépendait comme de moi, on suspendait ça. Même moi, on me suspend. Oui, parce que le téléphone que tu vois là, ça a détruit les foyers, détruit les couples. Mais en même temps, il nous a permis de nous rapprocher davantage. À l'époque de nos parents, on faisait comment? On ne vivait pas. Hein? On envoie la lettre. Quand il y a un problème, on envoie la lettre. À nos jours-ci, on utilise le téléphone mal, surtout les Africains. Voir comment, à la maison, le soir, quand M. Ram, au lieu que madame masse ses orteils, lui demander comment est-ce que tu as passé la journée? Comment ça s'est passé au bureau? Non, elle envoie seulement l'enfant que pardon, c'est ton père. Ce qu'elle fait, c'est que non, elle prend son téléphone, elle est WhatsApp, elle passe le temps à envoyer Imo, ou c'est Imo, le Snap, ou c'est Snap à faire quoi? Snapchat. Le nom que tu as donné à la main, qu'on n'a pas prononcé. Les Viber, les ceci, c'est énervant. Aujourd'hui, tu vois, tu vas même à la maison, quand le téléphone sonne, il prend une fille pour aller répondre dehors. Une fois, tu te sens mal à l'aise. Dans ta tête, tu te dis que non, c'est sûr que mon homme me trompe. Même s'il ne te trompait pas. De deux, tu es à la maison avec un enfant qui a un peu le téléphone, un enfant de 19 ans ou 20 ans qui a le téléphone ne respire pas. C'est tout l'enfant qui passe son temps à faire le téléchargement. C'est l'enfant qui passe son temps sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur WhatsApp. Tout ça, je veux qu'on me suspende le téléphone au Cameroun. Moi, on commence même pas pour moi. On me suspend ça. On commence à vivre comme avant, comme à l'époque de nos parents. Le même téléphone, là même, ça n'aide plus. Aujourd'hui, tu vois que quelqu'un fait l'accident. Au lieu de le porter, l'amener à l'hôpital, on commence à prendre les photos. On va être le premier à donner les infos. Il y a un truc sur le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne vais même pas, on va suspendre ça. Tu vois, quelqu'un qui voit, il y a un accident. Au lieu d'amener l'accidenté à l'hôpital en bon français, c'est lui qui se permet de prendre les images. Quoi? Je suis le premier à donner les infos dans le groupe WhatsApp, le groupe Facebook. Ça vous sert à quoi? Ça détruit. Hein? C'est même quoi avec les téléphones. Et le téléphone est devenu l'arachide du deuil jusqu'à chacun trouver son compte. Le téléphone de 5 000 francs, tu peux WhatsApp avec. Tout ça, c'est pour nous détruire les Africains et les citoyens camerounais. Je ne sais pas quoi le téléphone me sert. Peut-on se passer finalement de cette occidentalisation, ma chère Tendance? La question reste pendante de toutes les façons. Hein. C'est ça que je dis que Patrice. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que tu parles comme ça, tu ne peux pas rester sans téléphone. Je reste souvent sans téléphone. Donc vous croyez que je suis sur le plateau, c'est avec le téléphone? Non. Rien ne me commente. D'accord, Tendance, allez. Nous respectons également votre avis. Meggy, sur la question, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Mais moi, Didier Patrice, je dirais que comme toute chose, hein, le téléphone peut avoir des inconvénients et des avantages. Mais je crois que ce n'est pas le téléphone en lui-même qui a un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, avant, on n'observait pas cette dépendance au téléphone. Pourquoi? Parce que les téléphones servaient juste à appeler et à recevoir des appels. Aujourd'hui, on a des téléphones qui sont pratiquement des ordinateurs miniatures. C'est-à-dire qu'avec un téléphone, on peut faire des téléchargements, on peut joindre sa famille qui n'est pas sur place, on peut leur envoyer des photos, ce qui n'était pas possible avant. Il y a une interactivité extrêmement rapide, ce qui fait que aujourd'hui, on fait pratiquement tout avec un téléphone. Vous avez des images qui arrivent en continu, vous avez des informations qui arrivent en continu, vous pouvez garder des travaux dans votre téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses sur un téléphone. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est l'usage qu'on en fait. Il y a des inconvénients, notamment, oui, des gens qui sont dans des voitures, qui passent leur temps à appeler, qui sont sur Facebook, ça crée des accidents, oui. On devrait tout simplement essayer d'encadrer, d'en faire un meilleur usage, mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Voilà. Que les gens deviennent totalement dépendants pour la plupart de ces téléphones. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas être dépendant, mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, les téléphones sont à peu près des ordinateurs. Donc, on fait tout sur les téléphones. Merci, Meggy, pour justement cette réaction. Charles Armel.
Alors, moi, je pense que le téléphone a sa place, il faut le préciser. Vous faites un tour aux États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'aux États-Unis et dans une partie de l'Asie du Sud-Est, il y a des rues pédestres qu'on a réservées uniquement pour ceux qui veulent manipuler leur téléphone. Ça veut dire qu'à ce niveau, parce qu'on s'est rendu compte que le taux d'accident dans ces pays-là a atteint un plafond avec l'utilisation, à cause de l'utilisation d'Internet. Vous vous baladez dans la ville de Douala, sur les motos, vous voyez des jeunes filles. Au lieu de regarder le devant, c'est-à-dire de se prémunir, de suivre l'évolution dans la conduite, elle est sur le téléphone. Dans le cas de voyage, pendant que le bus est en train de rouler, au lieu de regarder la route et d'aider parfois le chauffeur qui peut être en train de s'envoler, elles sont sur le téléphone en train de whatsapper. Vous êtes même chez vous. C'est-à-dire au salon, vous voulez à un moment discuter avec votre charmante épouse, vous vous rendez compte qu'elle est sur le téléphone en train de whatsapper. Vous êtes assis en train de prendre un pot avec votre bien-aimé, elle est en train de whatsapper. Est-ce que vous savez que 15% de Camerounais, à des moments, arrêtent les ébats sexuels pour répondre au téléphone? C'est vous dire que le téléphone a occupé une place et c'est fait exprès. À travers ce que j'appelle la drogue. Les drogues des notifications, la drogue des applications. Vous avez différentes applications. Vous postez une photo, vous voulez absolument suivre qui a posté, qui a liké, qui est le follower. C'est fait exprès pour vous maintenir. Regardez un individu qui n'a pas de crédit internet dans son téléphone. Vous voyez, il devient nerveux, comme quelqu'un qui fume le chanvre indien. Il faut absolument qu'il ait les unités. Il faut qu'il téléphone d'avant même 100 francs, avant même 200 francs pour que je puisse obtenir les unités 24 jours. Oui, c'est ça. Alors, il faut qu'on sorte de là pour avoir une jeunesse qui pense. Il faut qu'on sorte de là pour avoir une jeunesse qui ose. On ne peut pas oser à travers ce type de dépendance. Et je pense qu'on devrait réguler. Lorsque vous sortez de chez vous, on a commencé avec le véhicule. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça l'a produit? Ne pas téléphoner, ne pas prendre le téléphone au volant. Vous vous rendez compte que ça l'a produit. On pouvait dire sur les motos, dans les rues, ne pas utiliser, sinon que pour recevoir un coup de fil. Et même le coup de fil, pour le recevoir, il faut être assez prudent parce qu'on ne sait pas d'où viendra le danger. Allez, peut-être parce qu'on ne prévoit pas tellement la rentrée de ces technologies-là chez nous. Donc forcément, il faut qu'il y ait une volonté politique pour tenter un tant soit peu de nous éviter tout ce qui est remarqué au quotidien à travers l'usage que nous faisons des téléphones portables qui font de nous de total dépendants, forcément. Allez, merci Charles Armel. Peut-être qu'il faut, bon Mokbengan, annuler forcément. Est-ce qu'on peut annuler l'usage du téléphone portable? Que non, on ne pourra pas empêcher aux gens d'acheter leur téléphone portable. On ne peut pas, on l'a déjà intégré dans nos habitudes. Le Megui disait tout à l'heure, c'est l'usage que nous en faisons. Ou alors le mauvais usage que nous en faisons qui fait problème. C'est pas mauvais, c'est les gens qui s'en servent mal. Parce que je crois qu'il y a des mesures qui sont déjà prises, même pour les conducteurs qui utilisent le téléphone. Il y a des amendes, même si c'est biaisé par la corruption qu'on peut observer. Mais ce n'est pas le téléphone en lui-même qui est mauvais. Non, mais il faut même préciser que vous-même qui conduisez, qui acceptez ça, au lieu de garer à côté... Justement, il faut juste appeler les uns et les autres à plus de responsabilité. Ce n'est pas le téléphone qui a un problème, c'est les gens qui sont le problème. D'où l'importance de mettre une mesure. Regardez, voici les vacances. Combien de jeunes vous apercevez se baladant avec les écouteurs aux oreilles, traversant la route avec des écouteurs, avec un volume assez haut, parfois vous klaxonnez, ils ne sont même pas informés. Et ces routes qui n'existent pas, les motos qui doublent à gauche et à droite, qui prennent même des trottoirs. Bon. Tu arrives même dans un hôpital pour faire les examens, la femme même qui va te prélever, elle ne s'occupe pas de toi. Tu arrives dans un bureau même pour voir un DG, sa secrétaire ne te gère même pas. Nous sommes sur ce plateau, on sait comment ça se passe. On a des informations qui arrivent, généralement c'est à partir de nos téléphones. Quand on fait des breaking news, c'est à partir de notre téléphone, ça va très très vite. Ça en même temps, il facilite aussi la vie, le téléphone. Je suis d'avis avec vous, ma chère Megui. Tout à fait, la promptitude dans l'expédition des courriels, des infos, c'est très très important. Ça facilite le travail, ça apporte une plus-value. Mais non, c'est juste appeler les gens à plus de responsabilité. Nous n'allons pas sur la base de l'interdiction de l'utilisation du téléphone, mais l'addiction à l'utilisation du téléphone. C'est ça qu'il fallait... Comment venir à bout de cette addiction à l'utilisation des téléphones portables et autres technologies de l'information et de la communication? C'est peut-être les campagnes de sensibilisation de la masse autour de l'usage. Ça commence à la maison. Il faut même ça. Tu arrives à l'hôpital, on t'injecte mal, tu te mets en boitable. Tu n'as même pas injecté ce qu'on t'a prescrit. Allez, merci à tous d'avoir réagi. Le sujet également reste d'actualité pour nos amis internautes et autres téléspectateurs sur la question de l'usage que nous faisons du téléphone portable. Il nous permet, ce sujet-là, d'embrayer avec la réception de notre invité.
Ce jour, il nous fait le plaisir d'être là après son épopée. On y reviendra certainement tout au long, bien sûr, de nos échanges. Cabral Libye, bienvenue sur le plateau du 10-12, le Zénith. Ben, bonjour à vous, merci de m'accueillir dans ce somptueux studio que je découvre. Je suis un peu un habitué d'Equinox TV, je connaissais déjà les deux autres studios, je croyais qu'on changeait de décor. Ben, c'est un troisième que je découvre, je me demande maintenant combien vous en avez au fait. Ça, c'est le bien. Et puis après le studio, c'est... Non, il te salue d'abord. Bonjour Cabral. Pour les gens qui disent que je ne veux pas parler avec toi, je cause avec toi. Je sais pourquoi il dit ça. J'ai ma voisine au quartier. Quand il dit qu'on parlait déjà, il dit que non, crânement, elle veut se faire voir. Donc je suis en train de me faire voir là. Je conclue en disant que Cabral, ce n'est pas le seul studio. Après ici, non, tu vas encore regrimper. Mais voici l'un des VIP. Okay. Tu vas après ici, tu vas encore grimper. Il y a encore même qu'au 8e niveau. Donc alors, ne te dérange pas. Pour bien confondre ta voisine, je le dis officiellement, tu me serviras de guide. Voilà, et je ne lui donne pas ton numéro parce que je la vois venir. On vous connaît. Allez, il n'y a pas son numéro. Merci Tendance. Nous allons certainement y revenir. Plus besoin de faire une présentation sommaire de Cabral. On s'est partagé entre le droit, le journalisme, la politique désormais et tous les chantiers qui sont en cours. Nous le savons, l'opération 11 millions d'inscrits. La question électorale semble préoccuper au Cameroun. C'est d'ailleurs l'un des axes sur lesquels nous allons porter les échanges de ce jour dans le cadre de cette production. Alors, pour commencer, j'ai envie de savoir justement d'autres membres, ou du moins de nouveaux membres nommés à Elecam, que peut-on attendre de cette nomination? Parce qu'on a également évoqué la question du respect du droit, etc., etc., les questions également de fraude électorale qui sont connues chez nous. Quelle est la lecture sommaire ou l'analyse que vous faites de cette nomination, ou de ces nominations? À titre personnel, et je crois que c'est partagé par le grand nombre, les attentes ont une double déclinaison. Il y a des attentes réalistes et des attentes peut-être irréalistes. Les attentes réalistes sont celles qui sont contenues dans la loi, le code électoral qui organise l'ECAM et qui fixe les attributions des membres des différents segments de cet organisme. Et là, vous parlez des membres du conseil électoral. Leurs attributions sont claires, ils doivent coordonner le travail de l'ECAM. Ils siègent en session et examinent un certain nombre d'orientations et règlent un certain nombre de problèmes qui se posent. Évidemment, la question du télescopage demeure, et ça a créé les problèmes que vous connaissez par le passé entre le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Mais les attentes irréalistes, mais il faut garder espoir, sont celles liées à l'indépendance de l'ECAM, notamment du Conseil électoral, parce que les membres qui ont prêté serment, ceux-ci et ceux d'avant, vous les connaissez. Pour certains, elles ont un parcours connu. Anciens militants du RDPC, pour certains ayant clairement milité par le passé, signé des motions de soutien lorsqu'elles occupaient des fonctions administratives. Vous les connaissez, les profils sont connus. Certains ont achevé leur carrière aux fonctionnaires au ministère des Sports, d'autres au Premier ministère, d'autres au ministère de l'administration territoriale. Et c'est certainement leur fidélité à un système, à un homme et à un parti politique qui leur a valu, pour certains, leur ascension, ce qui n'enlève rien à leurs talents individuels. Est-ce que maintenant qu'ils ont accédé à Elecam par nomination du président de la République, cela consacre leur affranchissement subite? Ben, j'attends de voir. Mais toujours est-il que moi, je suis de ceux qui pensent que de rester dans son coin et de fonder des espoirs irréalistes sur un certain nombre d'organismes, on utilise les marges qu'on a. On a Elecam. Elecam est le fruit d'un combat qui a été mené par des compatriotes. Avant, on avait Onel 1, 2, 3, et puis finalement Elecam 1, 2. Je pense même qu'on a Elecam 3 maintenant. Donc le combat continue, celui de l'indépendance, celui de la transparence électorale. Félicitations à ceux qui ont prêté serment. Je n'en attends pas un tremblement de terre, mais c'est bien déjà que Paul Biya se soit arrimé à la loi, le président de la République, parce que n'oublions pas que ceux qui ont été nommés là l'ont été, alors que ceux qu'ils ont remplacés étaient longtemps arrivés à échéance de leur mandat. On était tombé dans une sorte d'illégalité. Maintenant que ce problème-là au moins est réglé, Didier Patrice, vous permettez justement dans la suite de ce que Cabral développe. Mais Cabral, on s'est quand même rendu compte, je voudrais que vous nous répondiez clairement. Vous êtes allé aux États-Unis, pratiquement au moment où à Yaoundé, on est en train d'organiser un forum de la diaspora. Vous allez voir d'autres diasporas. Problème de double nationalité,
vous allez mobiliser les Camerounais qui ont double nationalité et qui n'interviennent pas. Première chose, est-ce que là-bas, donc, les Camerounais qui s'inscrivent, parce qu'il y en a quand même qui s'inscrivent, est-ce que les CAM est mobilisé là-bas, aux États-Unis où vous étiez? Et je termine par là, ça aussi, qui vous a invité là? C'est peut-être par là qu'il fallait commencer, Voilà. parce que si on a cette réponse-là, on a la réponse de la suite. D'abord, il y avait effectivement un forum de la diaspora. Je suis parti après que le forum a été achevé. Je suis parti le 5 juillet, je pense que le forum était déjà achevé. Puis de toute façon, je ne participais pas au forum. C'était le forum organisé par le ministère des Relations extérieures. Et vous connaissez toute la controverse qui a d'ailleurs entouré ce forum, parce que beaucoup de membres de la diaspora ne s'y reconnaissaient pas. D'aucuns d'ailleurs estimaient que c'était un forum qui avait été organisé en résonance à un autre qui aurait dû se tenir d'abord au Burkina Faso puis en Côte d'Ivoire et qui finalement ne s'est pas tenu, dit-on, sous la pression des autorités camerounaises. Je sais qu'il devait se tenir parce que moi j'y avais été invité. Malheureusement ça a été annulé. Je suis allé aux États-Unis à l'invitation d'un compatriote, autour de qui il y avait d'autres compatriotes. Monsieur Jules Henri Mananga, son nom est devenu... il est devenu très célèbre maintenant. D'aucuns ont découvert qu'il est membre de la DGRE, d'autres membres des services secrets, pour d'autres. D'ailleurs, j'ai cru lire aussi quelque part que de sources sûres, j'étais transporteur de beaucoup de mallettes d'argent en dollars et en euros pour aller distribuer donc à la diaspora. Ce qui est donc antinomique avec ce que vous dites. Parce que s'il y a du côté de la diaspora pas suffisamment de Camerounais qui peuvent influencer le vote, je me demande bien pourquoi Paul Biya me confierait des mallettes d'argent que j'irai distribuer à des gens qui ne comptent, dont le vote ne compte que pour du beurre. Je trouve ça un peu paradoxal. Donc j'y ai été invité par ces compatriotes-là qui ont été touchés par l'opération qui a commencé au Cameroun depuis fin mai. Parce qu'on parle beaucoup de l'opération 11 millions d'inscrits aujourd'hui, comme si c'était une opération qui se déroulait depuis 10 ans. Je rappelle que cette opération a été lancée en fin mai. La toute première opération ponctuelle sur le terrain a eu lieu dans la ville de Douala. C'était Ange Raphaël, je crois, c'était le 27 mai, si mes souvenirs sont bons. Donc, l'opération a beaucoup un frémissement dans les inscriptions et les compatriotes de la diaspora s'y sont lancés également. Parce que là, vous parlez des États-Unis, mais j'espère que si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu en Afrique du Sud, une grande réunion. Vous avez vu la mobilisation en France, qui a d'ailleurs failli déboucher sur un soulèvement, parce que le jour où les compatriotes de la France, qui travaillent pour le compte de l'opération 11 millions d'inscrits, avaient fixé la date, en fait, le jour qui avait été arrêté avec l'ambassade, a été modifié parce que ce jour-là, il y avait une réunion du RDPC. J'ai d'ailleurs dû leur dire, écoutez, on n'est pas là pour la guerre, reprogrammons ce qui a été fait. Vous avez vu les images des Émirats Arabes Unis, vous avez vu les images du Canada. Les compatriotes se mobilisent partout. Mais pour répondre spécifiquement, si vous le permettez, je voudrais répondre, est-ce qu'il y a suffisamment de Camerounais aux États-Unis qui votent? Je vous réponds oui. Je pensais comme vous d'ailleurs au moment où j'accepte, parce que c'est une invitation qui m'a été adressée, mes frais de visa ont été payés par ce compatriote-là, le billet d'avion à l'entreprise Expedia qui est à Washington DC. Je l'ai, il m'a été envoyé par mail, vous pouvez consulter. Les frais de visa qui s'élèvent à 250 000 m'ont été envoyés par Western Union, dont je peux vous donner le Western Union. Donc j'y suis allé parce que eux ils ont estimé que cette opération y avait aussi toute sa place. D'ailleurs ils m'avaient convaincu en me disant que il y a un nombre impressionnant de Camerounais aux États-Unis que vous ne soupçonnez pas. Certes, il y en a qui ont déjà la nationalité américaine, ceux qui sont établis là-bas depuis plusieurs années. Mais vous savez que même lorsqu'on a eu la green card, en fait, on a la nationalité au bout d'un certain temps. On a une période de probation, puis au bout de 10 ans, on a la nationalité. Parce qu'après la période de probation, on peut revenir dans son pays d'origine. Et j'ai vu des Camerounais qui étaient mobilisés et qui me disaient tous, nous, on n'a pas la nationalité et nous n'avons même pas l'intention de l'avoir parce que nous voulons rentrer au Cameroun. Nous sommes ici pour nous battre parce qu'au Cameroun, c'était difficile. Nous voulons nous inscrire. J'espère que vous avez vu les images de la réunion publique qui s'est tenue à l'hôtel Sheraton du Maryland, où on avait réservé 150 places. Il y en a eu plus, puis il y en avait qui étaient debout. Mais à moins que vous me disiez que tous ces Camerounais qui étaient là
Mais je pense que ça a été diffusé sur Internet d'ailleurs, cet échange, et vous avez vu tous ces Camerounais qui prenaient la parole et qui vous disaient à chaque fois, moi je suis Camerounais et je veux voter. Mais c'est une bonne chose justement que vous reveniez sur tout ce que vous avez fait lors de votre séjour en terre américaine, parce que sur les réseaux sociaux justement, il faut le dire que vous avez subi pas mal de foudre quand même de la part des internautes et surtout même des hommes politiques. Moi je me rappelle d'une sortie de Paul-Éric King qui a trouvé que vous êtes en train de faire de la démagogie, ce sont ces mots. Qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Et puis justement pendant votre séjour en terre américaine, on a quand même eu je ne sais pas, un certain malaise au vu des premières images qui ont été diffusées à votre intention, notamment ces peignoirs qui portaient vos initiales, qui ont été très très mal perçus de la part de beaucoup d'internautes. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi le message que vous vouliez véhiculer justement? Alors, le message était rattaché, commençons par l'image du peignoir. Tout à fait. Puisque celle-là vous a choqué. Je précise que cette image a été publiée par moi-même, c'était sur mon compte personnel. Et lorsque je suis arrivé aux États-Unis, en fait, je ne soupçonnais pas le niveau d'accueil qui m'était réservé. Donc, je me suis rendu compte que mes compatriotes là-bas ont mis, selon l'expression consacrée, les petits plats dans les grands. On vous a accusé de snobisme, d'exhibitionnisme. de tout cela. Oui, mais alors, ce que vous ne savez pas, mais vous devez le savoir, c'est que ceux qui m'accusaient de snobisme sont les mêmes qui publiaient sur les mêmes réseaux sociaux il y a 1 ou 2 mois que je portais les mêmes habits sur les plateaux de télévision. Et ils disaient, ben voilà, celui-là, il veut être président, alors que je ne l'ai jamais dit encore, jusqu'à ce jour. Tout à fait. Il veut être président, mais avec les mêmes chemises avec lesquelles il défile sur les plateaux de télé. Ils sont allés filmer ma vieille voiture, disant, voilà, le vieux truc dans lequel il roule, il veut remplacer Paul Biya. Il n'a pas un copec dans sa poche, c'est un bandit, c'est un voyou. Alors, pour une fois donc que j'arrive aux États-Unis et que d'autres compatriotes, eux, se comportent différemment, c'est-à-dire ne se comptent, ayant certainement fait peut-être le même constat que je m'habillais en guenille tout le temps sur des plateaux de télé, ils ont donc décidé, eux, de m'accorder ces petites attentions. J'ai trouvé qu'ils avaient, mais je n'ai même pas tout posté à la vérité. J'ai trouvé qu'ils avaient fait. Bon, c'est vrai que vu des États-Unis, en fait, c'était insignifiant. À la vérité, c'est un pays où floquer, et il me semble même qu'au Cameroun, floquer son nom sur un peignoir, c'est quelque chose, il me semble que le premier tisserand du coin de la rue, vous le faites. Ça coûte rien. Sauf que ça ne coûte strictement rien au Cameroun. Donc je voudrais savoir pourquoi mon nom floqué sur un peignoir, le peignoir lui-même au Cameroun, il me semble que le peignoir coûte autour de 5 000 francs ou 6 000 francs. Moi, je n'en ai jamais acheté, mais après ça, j'ai dû aller chercher le prix. Donc, si le peignoir, disons même que le peignoir coûte 10 000, bon, 20 000 même, au Cameroun, et que floquer le peignoir, mon nom là-dessus, coûte 5 000. Ça veut dire que c'est 25 000. En dollars, ça fait 10 dollars, je crois. Bon, alors, voilà donc quelque chose qui a coûté environ 10 dollars aux États-Unis et qui fait, moi en postant le peignoir, je voulais juste partager l'émotion qui était la mienne de voir des gens qui se mobilisent pour m'accueillir. Ils ne se sont pas contentés de m'acheter un billet d'avion et tout le reste et de préparer mon logement, mais ils m'ont même fait des peignoirs. Alors, je me suis dit, mais tiens, il y avait même des tasses, j'espère que vous avez vu. En fait, ils ont fait plusieurs petits gadgets comme ça pour m'honorer. Donc moi j'ai trouvé, j'avais mis en bas de la photo, ils se sont préparés à m'accueillir. C'était ça le message. Oui, c'est l'affirmation de Paul-Éric King, justement. Sauf que ceux qui ont relayé la photo ont enlevé le message que j'avais mis au bas de ma photo pour l'utiliser à d'autres fins. Maintenant, le message de Paul-Éric, ou la sortie de Paul-Éric King. Bon, écoutez, moi je respecte tous les hommes politiques, notamment les transfuges du RDPC. Et après, il en est un. Oui, mais il me semble qu'il n'était pas maire de RDPC ou de l'UNDP. Et bon, je ne sais pas si en termes de démagogie, le RDPC n'en est pas le berceau. Mais maintenant qu'il est devenu peut-être fracturé à la démagogie après sa sortie de prison, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand on se retrouve en prison par ses anciens camarades, on peut peut-être sa façon à lui de retrouver ou de changer, tant mieux. En fait, on reste de bons amis. Mais l'affirmation de démagogie tient à quoi? À ce que j'ai lancé l'opération 11 millions d'inscrits. Qui est utopique selon lui. Ils pensent que c'est utopique. Alors, est-ce que le chiffre de 11 millions d'inscrits est faux? Je ne suis pas magicien pour fixer des chiffres. Je vous renvoie à un texte qui est public. Lisez les publications de Cameroun Tribune.
le 1er septembre 2016, c'est-à-dire au lendemain de la clôture des inscriptions le 31 août 2016, c'est-à-dire il y a pratiquement un an, Cameroun Tribune avait publié un article qui renseignait sur le nombre d'inscrits. En fait, Cameroun Tribune relayait la conférence de presse donnée par Eleka. Et cet article, que j'ai refait circuler récemment, disait que il y avait 6 336 000 inscrits au 31 août 2016 et que la population en âge de voter, selon les statistiques données par l'Institut national de la statistique, oscillait entre 13 et 14 millions. Maintenant, si vous rentrez dans les chiffres du BUCREP, parce que les gens bavardent, c'est des organismes qui existent. Le BUCREP, c'est le bureau de recensement de la population du Cameroun, qui nous disait, pour ceux qui avaient été, moi j'aime toujours donner des documents qui existent, parce que quand moi je vais chercher des documents, c'est pas seulement pour les empiler chez moi, c'est pour les consulter. Si vous prenez le document qui avait été distribué à Promote en 2015 par le BUCREP, ce document disait que la population camerounaise était de 25 millions au 1er janvier 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous serions autour de 26 millions. Et eux-mêmes, ils estiment que la population âgée de moins de 50 ans se situe autour de 70%. La population camerounaise. Et c'est eux-mêmes qui établissent que la population en âge de voter, elle-même, eux aussi pensent qu'elle oscillerait entre 13 et 14 millions. Moi, je n'ai donc pas pris le plafond des estimations des organismes agréés. J'ai pris un chiffre qui, de mon point de vue, paraissait plus réaliste sur la base d'une autre analyse. C'est que à l'élection présidentielle de 2011, il y avait 7,5 millions d'inscrits. Nous étions 20 millions par là, en 2011, parce que les chiffres du recensement, publié en 2010, le recensement fait en 2005, faisait état de ce qu'on était 19 800 000 Camerounais. En 2011, on était donc autour de 20 millions. 7,5 millions de 20 millions, c'est à peu près le tiers. C'est un peu moins du tiers. Compte tenu du pourcentage de croissance démographique, qui est de 3,1%, bon, d'aucuns disent 2,9, d'autres 3,1. C'est toujours les mêmes organismes qui donnent. L'INS dit 2,9, BUCREP dit 3,1. Si vous faites la péréquation, vous vous rendez bien compte que si vous voulez trouver un chiffre qui est un peu moins du tiers ou un peu plus du tiers de 26-27 millions aujourd'hui, c'est 11 millions. 11 millions. Donc je ne crée rien, je ne fabrique rien. Je tire ça. Je ne suis même pas aussi optimiste que l'INS ou le BUCREP, qui sont des organismes agréés. Je parle de 11 millions. D'où vient-il que moi, on vient me traiter de démagogue, alors que je m'inspire simplement des données qui sont à la disposition de tout le monde? On comprendrait véritablement que c'est un manque d'inspiration. Je reviens à votre séjour. Concrètement, vous nous avez dit, c'est à l'invitation d'un Camerounais qui vous bien connu d'ailleurs, qui est devenu célèbre opérateur grâce à vous. Oui. Mais qu'avez-vous fait? Très célèbre aux États-Unis, connu pratiquement par tous les Camerounais. Qu'avez-vous fait? Quelles ont été les conclusions? Parce qu'à un moment donné, vous êtes traité d'agent de la DGRE, à un moment donné, vous êtes traité d'espion, à un moment donné, on a fait circuler comme quoi que vous abandonnez votre rêve de devenir président de la République pour postuler au poste de député d'un élu de la nation. Finalement, qu'avez-vous fait? Quelles ont été les conclusions de ce séjour? Ok. J'y suis allé pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'un compatriote m'a invité. Viens aux États-Unis. Les Camerounais qui sont ici sont sensibles au message et à ce qui se fait au Cameroun. Eux aussi, ils veulent échanger avec toi, un peu comme tu le fais partout dans le Cameroun. Parce que d'aucuns ont dit que j'ai abandonné le Cameroun pour aller aux États-Unis. Si je me rends aux États-Unis le 5 juillet pour une opération qui a commencé en mai, ça veut dire que j'ai quand même déjà ratissé le Cameroun pendant près d'1 mois et demi avant d'aller passer une dizaine de jours aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs moi qui ai fixé cette date parce que je ne voulais pas que ce soit après, c'est-à-dire maintenant. Je suis allé donc pour échanger avec les Camerounais. Cet objectif a été atteint. J'ai pu moi-même vérifier que beaucoup de Camerounais s'intéressaient à la politique au Cameroun et voulaient participer. Je dormais pratiquement 2 heures par nuit parce que vous savez, aux États-Unis, les gens travaillent toute la journée et c'est la nuit qu'on se retrouvait. Et beaucoup de communautés se déplaçaient d'ailleurs elles-mêmes. Moi, je ne pouvais pas circuler toujours. Se déplaçaient pour venir vers moi pour qu'on discute. Des francophones comme des anglophones. Vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, il y a une forte communauté anglophone. Et on discutait sur les écueils. D'aucuns exprimaient des doutes sur 11 millions. D'autres me demandaient, mais comment ça va se passer? Comment on peut s'en sortir? Ça, je leur ai dit, vous pouvez vous inscrire.
Maintenant, est-ce qu'ils se sont inscrits? Qui devait s'inscrire? Les Camerounais n'ayant pas de papier ou les Camerounais ayant la double jouissance de la double nationalité? Non, les Camerounais n'ayant pas encore Et donc la l'autre proportion nationalité. s'élève à combien? En tout cas, ceux-là, la plupart de ceux qui venaient vers moi sont ceux qui n'avaient que la nationalité camerounaise. Parce que beaucoup de ceux qui ont déjà la double nationalité étaient conscients de ce que ça ne servait, ça ne les concernait plus véritablement. Mais même à eux, j'ai adressé le message. Donc, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas encore la nationalité et qui voulaient s'inscrire. La question, c'est est-ce qu'ils vont s'inscrire? Beaucoup, en tout cas tous pratiquement, m'ont dit, quand on discute, on est convaincu, on va s'inscrire. Ils m'ont d'ailleurs mandaté, pendant que j'étais aux États-Unis, d'aller donc m'enquérir des conditionnalités d'inscription au niveau de l'ambassade. Oui. Je suis allé à l'ambassade. Et comment? J'ai d'abord appelé à l'ambassade par le numéro qu'il y a dans le site. Ils m'ont dit que pour entrer dans l'ambassade, il faut adresser une audience à l'ambassade. Je leur ai demandé comment, ils m'ont dit par Internet. J'ai envoyé la demande par Internet. Au bout de 6-7 jours, je me suis fatigué d'attendre. J'ai à nouveau appelé. On m'a dit qu'il faut toujours attendre. J'ai dû recourir de façon informelle par un proche de l'ambassadeur Oui. qui a donc, excusez-moi, réussi à nous décrocher un rendez-vous. Il est venu me chercher. Nous y sommes allés. Sauf que le jour où nous sommes arrivés à l'ambassade, il n'y avait pas d'ambassadeur parce que, semblait-il, il y avait une assise à l'ONU sur la Goa, je ne sais plus trop, où il était parti. Je me suis donc renseigné, on m'a même dit que de toute façon, au niveau de l'ambassade, c'est le consul qui s'en occupe. Monsieur Binzi, il s'appelle. Sauf que ce jour-là, Monsieur Binzi n'était pas là. Donc, Et ni son téléphone, M. Mondo, ni M. Bindi, aucun d'eux. son téléphone même ne passait pas. J'ai donc demandé à être conduit au moins dans les services du consulat pour m'enquérir quand même au moins si on s'inscrivait là-bas. La jeune fille qui a voulu commencer à me donner l'information a dû être... je préfère ne pas vous raconter la scène, mais elle s'est interrompue rapidement et elle m'a dit que de toute façon elle n'en savait rien. Je leur ai demandé que de toute façon, si on s'inscrit ici, vous voyez quand même des gens entrer au moins. Elle m'a dit qu'elle n'en savait rien, il fallait attendre M. Binzi. Évidemment, j'ai appelé en vain M. Binzi et je n'ai pas pu l'avoir. J'ai quand même noté que sur une porte, il y avait écrit Registration Room, Elekam. Ok, ça m'a réjoui, ça veut dire qu'il y a quand même un dispositif qui est fait. Mais après petit renseignement, on m'a dit que la dernière inscription là-bas a eu lieu en 2014. Donc de toute façon, vous parlez bien de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Oui. D'accord. Ce qui n'est pas mal, il reste encore 30 jours. Donc je leur ai laissé le message de prendre quand même des dispositions, ce d'autant plus que le proche de l'ambassadeur qui m'y accompagnait disait que de toute façon, il n'y a pas de façon de s'inscrire, il faut avoir sa carte consulaire pour s'inscrire, comme ça se fait dans toutes les ambassades. Donc il y a donc beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas encore de carte consulaire et qui m'ont quand même demandé d'intercéder auprès des autorités des relations extérieures pour que les délais de délivrance de carte consulaire soient courts. Parce que souvent ça prend 2 mois. Donc si on veut qu'ils s'inscrivent, pour ceux qui n'ont pas encore de carte consulaire pour 2017, il faut réduire les délais. Sinon, Et la proportion des Camerounais aux États-Unis que vous avez rencontrés n'ayant pas la nationalité peut se chiffrer dans l'ordre combien de pourcents? J'ai rencontré aux États-Unis près de 1000 personnes. 1000 personnes. Près de 1000 personnes. En y intégrant ceux qui sont venus à la réunion publique, qui pour la plupart me rencontraient pour la première fois, et ils étaient de toutes les strates. J'ai rencontré des compatriotes qui travaillent au FMI, qui travaillent à la Banque mondiale, qui sont même, pour certains, ça c'est pour ceux qui ont déjà la nationalité, dans l'armée américaine, et puis des gars qui se battent dans tous les domaines aux États-Unis. Alors j'étais vraiment étonné. Le fin mot de leur doléance, c'était lesquels? Peut-être les 5 grands axes qui tournaient tout autour de leur doléance. Non, eux, ils souhaitaient simplement s'inscrire. Ils souhaitaient s'inscrire. Beaucoup étaient dans le doute. Vous savez, c'est exact. Les Camerounais ne sont pas différents qu'ils soient ici ou là-bas. Quand je fais, vous savez que depuis 2 mois, je passe le temps à voyager dans le Cameroun pour essayer de convaincre le compatriote. Les mêmes doutes, comme m'exprime à Douala ou à Bertois, sont exactement les mêmes que les Camerounais expriment là-bas. Ils sont portés vers le changement. Ils sont portés vers le changement. Pour ceux-là que j'ai rencontrés, ils sont portés vers le changement. Je vais même vous étonner. Comment vous expliquer que pour une réunion publique qui a lieu au Maryland, que des compatriotes payent le billet d'avion? Vous savez, les États-Unis, c'est loin. En fait, c'est très vaste. Il y en a qui payaient le billet d'avion pour 3 heures, 4 heures de vol et qui prenaient la chambre dans cet hôtel juste pour assister à cette réunion publique. Je les paye, en fait.
Sauf, comme on dit, que j'étais transporteur de mallettes d'argent. Mais avant de mettre Si vous permettez, parce qu'il a dit une chose. Allez-y, Karbal. J'ai lu aussi dans les réseaux sociaux que subitement j'étais devenu un agent de la DGRE. Et figurez-vous que ceux qui le disaient sont pour certains des gens qui m'ont déjà invité, ces hommes politiques. Parce que certains, quand je me vois dans les réseaux sociaux, ils s'affichent comme étant les militants globalement du MRC et d'autres partis d'opposition. Mais ce qui est curieux, c'est que je découvre qu'ils ont un tas d'informations sur moi, aussi accablantes. Mais il y a à peine un an, tous m'invitaient, d'ailleurs moi, tous m'invitaient dans leurs événements, dans leurs réunions. Et d'ailleurs, il me souvient qu'il y a un an, un parti politique, le MRC notamment, avait publié partout que j'étais devenu leur militant et que c'était quelque chose d'incroyable et qu'il fallait que tous les jeunes suivent mon exemple. Mais comme j'ai démenti cette information, je suis subitement devenu un agent de la DGRE. Je travaille désormais pour Paul Biya. Et Paul Biya me donne beaucoup d'argent que je distribue au Cameroun. Nous allons certainement y revenir parce qu'il y a eu tellement de propos vous concernant, vous accablant. Forcément, donc ces propos-là sur la toile. Comment comprendre pourquoi un tel acharnement sur la personne Cabral Libye? Et n'oublie pas de donner la parole à mon guide. Oui, je ne manquerai pas. Si tu ne donnes pas la parole, est-ce qu'il y a, vous avez l'impression que vous subissez une injustice ou alors tout simplement que les gens ne comprennent pas le bien fondé de l'action que vous avez entreprise? Alors, moi je voudrais que vous me disiez, vous avez le recul nécessaire. Je suis un Camerounais de 37 ans. J'estime qu'il y a très peu de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales à un an de 4 scrutins. Je décide donc d'initier quelque chose pour que ça change. Je commence cette chose et au moment où je la commence, tout le monde se moque de moi. Et en fait, quand on se moque de moi, on insulte les Camerounais. Parce qu'on me dit, tu racontes ta vie. On aime bien quand tu bavardes à la télé. Mais tu vas voir, quand tu vas mobiliser les Camerounais, personne ne va te suivre. Les jeunes, personne ne va te suivre. Si tu ne leur donnes pas de l'argent, ils ne vont pas te suivre. Ce sont ces mêmes hommes politiques qui m'insultent, qui me le disaient. Et curieusement, les Camerounais commencent à écouter le message, commencent à se mobiliser. Et puis, subitement, je deviens la cible de beaucoup d'attaques. Alors, vous qui avez du recul, dites-moi, parce que depuis, je cherche ce que j'ai fait de mal. Juste en disant aux Camerounais, inscrivons-nous sur les listes électorales. De surcroît, je ne suis encore membre d'aucun parti politique. Je ne suis encore candidat à rien du tout. Donc, a priori, ces personnes qui s'inscriraient voteraient pour tout autre candidat ou tout autre parti. Les arguments qui sont évoqués, c'est que il ne doit pas vous demander de vous inscrire parce qu'il est agent double. Il travaille pour le RDPC. Mais les mêmes vous disent que Paul Biya ne veut pas d'électeurs pour gagner les élections. Mais vous dites que maintenant Paul Biya veut désormais les électeurs pour légitimer son élection. Paul Biya est réélu depuis 1992. A-t-il eu besoin de beaucoup d'électeurs pour être réélu à chaque fois? Allez, attendez. Cabral, oui. On dit, il faut qu'on avance. Écoutez, vous m'arrêtez comme vous voulez, parce que allez-y, ça c'est très important. Oui. Après, ils vous disent, non, tout ça c'est rien. D'ailleurs, je vois des élus qui disent tout ça c'est rien. Il faut mener le combat du code électoral. D'abord, je ne leur ai pas interdit, eux, de lancer aussi une opération code électoral que moi je m'engage à suivre. Parce qu'ils estiment qu'ils ont le monopole de la lutte pour la révision du code électoral. Mais dites-moi, en quoi lutter pour la révision du code électoral empêche les inscriptions? D'ailleurs, ça s'arrête le 31 août. Qu'est-ce que ça coûte de lancer donc une vaste campagne? Ceux qui demandent ça sont de très grands hommes politiques. Ils sont ici à Douala, ils ont toujours gagné toutes les élections et ils sont très populaires. Qu'est-ce que ça leur coûte donc de lancer dès le 1er septembre une très grande opération qui aurait le même retentissement? Nous sommes venus par les contraintes du temps. Mon cher Cabral, je voudrais justement à quelques semaines aujourd'hui de la fermeture. Parole à ma copine. Oui, elle porte sa question. Pensez-vous effectivement où en sommes-nous exactement à ce jour? Où en est-on à ce jour? Écoutez, les chiffres sont donnés par l'État. Où en est-on à ce jour? Écoutez, les chiffres sont donnés par l'État. Moi, je ne peux pas vous donner les chiffres officiels. Ce que je sais, c'est que sur le terrain, les hommes et les femmes sont en train de se mobiliser, sont en train de s'inscrire. D'accord. J'ai juste une petite inquiétude, parce que au 1er septembre 2016, on nous disait qu'on était 6 300 000 inscrits. En décembre 2016, on nous dit qu'on est 6 500 000 inscrits. Et il y a un document qui circule
qui dit que 7 mois plus tard, nous sommes 6 300 000 inscrits encore. C'est-à-dire exactement le même chiffre qu'on nous a donné en septembre 2016. Alors que ceux qui écoutent l'émission de l'ECAM, tous les mardis à la CRTV, ils donnent des chiffres toutes les semaines. Moi, je me souviens du reportage qui a été diffusé en fin juin, dans lequel l'ECAM disait s'approprier l'opération 11 millions d'inscrits parce qu'ils estimaient que ça mobilisait les jeunes. Dans cette émission-là, ils avaient dit que pour le mois de juin, il y avait eu 300 000 inscrits. Si vous les ajoutez seulement aux chiffres de décembre, on serait déjà 6 800 000. Merci Cabral, nous allons y revenir certainement. Hein. Je vous propose d'observer cette petite pause qui nous permet de souffler un temps soit peu et puis de revenir sur ce plateau pour évoquer des questions tout aussi sensibles. Retour sur ce plateau, merci de nous retrouver également et le panel avec notre invité Cabral qui reste avec nous. Megui, nous avons certainement reçu quelques messages. Oui, oui, beaucoup d'ailleurs. Donc, on a ce message à l'intention de Cabral Liby. Cabral, à quand notre parti politique? Nous sommes impatients, cher président. Nous en sommes encore aux inscriptions. Chaque chose en son temps. Voilà, monsieur Cabral Liby, tenez bon, les gens tapis dans l'ombre ont peur du changement, on réduit déjà les chiffres des inscriptions. Non, mais si vous permettez, sur la question des inscriptions, puisque ça c'est intimement lié au code électoral. Beaucoup de gens qui n'ont pas lu le code électoral parlent de sa révision. Moi, je l'ai lu. Et je sais que dans ce code électoral, il est prévu l'installation en chaque début d'année des commissions d'inscription sur les listes électorales dans chaque antenne et les camps. Il y en a 360 au Cameroun. Ces commissions sont composées de représentants de l'administration, de la magistrature et de tous les représentants des partis politiques présents dans la circonscription en question. Vous vous doutez bien que si les partis d'opposition là, qui appellent tous à la révision du code seulement, en fait, pas tous, certains qui jacassent, s'ils s'étaient impliqués à l'installation de ces commissions d'inscription dans chaque antenne de l'ECAM, ils auraient donc participé aux opérations d'inscription avec l'ECAM. On n'attendrait pas aujourd'hui que ce soit l'ECAM central qui nous donne les chiffres, eux-mêmes pourraient les donner. Mais comme les inscriptions, ça ne les intéresse pas, c'est les élections qui les intéressent. Ils vont bientôt commencer à tous parader et à vous dire qu'ils veulent s'inscrire, alors qu'ils disent à ceux qui s'inscrivent qu'ils sont idiots. Vous avez suivi un très respectable homme politique d'ici, qui a traité, de la ville de Douala, qui a traité tous les jeunes qui participent à 11 millions d'idiots. Il me semble que lui-même a souvent été élu, non pas par des singes, mais par des électeurs. Il a d'ailleurs l'intention d'être élu encore, mais il traite d'idiots aussi qui s'inscrivent pour les lire et aller comprendre à quoi tout ça peut. Il y a quand même un paradoxe, pour rester sur le même sujet, il y a un paradoxe, avec la variance qu'il y a au niveau du nombre d'inscrits. Si au rendu au soir, on estime que nous sommes à moins de 6 millions d'inscrits, ou peut-être même à 6, ou 5 même, parce qu'à la alors, quelle sera l'attitude avec toute cette forte mobilisation qui a été faite? Tout cela peut être démantelé. C'est pour ça que ceux qui sont en train de s'inscrire, je leur demande de conserver par devers eux leur récépissé. Quand vous vous inscrivez, on vous donne un récépissé. C'est un droit, puisque c'est inscrit dans la loi. Et le moment venu, on verra comment on ne donnera pas de carte à ceux qui sont inscrits. Moi, je n'attends pas. Vous savez, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une course vers les chiffres. Ce qui importe dans cette opération, c'est le retour de la conscience citoyenne et démocratique. Mon problème, ce n'est pas comme ils disent tous les jours, il y a eu un bond de 3 millions d'inscrits. Non, ce n'est pas le gonflement des chiffres. C'est que la conscience revienne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on peut gagner une élection même avec 3 millions d'inscrits seulement. Le débat, ça c'est des débats qu'on fera le moment venu. Mais pour le moment, il faut que les Camerounais comprennent qu'ils doivent se mobiliser. Absolument. Et que par leur mobilisation, le changement qu'ils veulent peut arriver. Merci Megui de poursuivre avec le dernier message en attendant que nous revenions dessus. Voilà Joe qui écrit, j'aimerais savoir si c'est les incursions sur les inscriptions pardon, sur les listes électorales qui vont changer la situation du pays, puisqu'on a fait on a affaire à un système qui est bien organisé et on n'a pas de partis d'opposition, mais des partis proches du pouvoir. Comment nos inscrits pourraient justement changer quelque chose? Non, les inscriptions créent des conditions d'expression de la volonté populaire. Si tous les inscrits à un moment ne veulent pas que les choses changent, ils votent pour le système qui est en place et rien ne change. En revanche, s'ils votent pour autre chose ou pour autre personne, ça change. Mais je comprends la question. Tous les partis d'opposition ne sont pas proches du pouvoir. Mais figurez-vous, madame, que quand je dis que 2018 est historique, ce n'est pas seulement parce qu'il y a 4 scrutins. C'est aussi grâce à ce code électoral. Savez-vous qu'en dehors de la candidature indépendante qui est un peu compliquée, seuls les partis qui ont actuellement des élus pourront investir des candidats. Ça veut dire qu'il y en a une douzaine. Ça veut dire que contrairement aux années précédentes, nous n'aurons que 12 candidats ou 13. 13 candidats, oui. On ne pourra plus fabriquer des candidats d'apparat pour être 25 ou 30. Ça aussi, c'est un rendez-vous historique. Imaginez un seul instant
que la moitié des 12 décident de se mettre ensemble dès maintenant pour dire au peuple, en dehors des anciens là, qui eux veulent absolument accompagner leurs congénères, nous, on se met ensemble. Ça enverrait un signal incroyable à l'adresse de la population et l'inquiétude de cette personne qui écrit trouverait une solution. Et moi, je le dis solennellement, s'il y a aujourd'hui une démarche consensuelle, je suis prêt à l'accompagner. Oui. Merci. Dans le cas où il n'y a pas élection, on va prendre la question de Tendance Payée. Il y aura forcément élection. Nous allons prendre la question, également la préoccupation de Tendance Payée, qui est d'ailleurs la collaboratrice de Cabral Libye. Mon guide. Bon, il a fallu que mon bon frère direct, Cabral Libye, demande de me passer la parole pour que tu me parles. On a gardé le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est pour toi, ma chère. Je sais que Cabral, les gens m'ont dit que je racole. Oh, quand il racole, c'est mon bon. Son épouse, c'est ma soeur, même père, même mère. Cabral, je manque. Non. Je ne manque pas. Maintenant, j'ai ma question que je vais te poser. Que tu as d'abord parlé en gros français, je n'ai pas compris mon père. Tu as dit que quand tu as commencé, les gens t'ont traité de ça, ou c'est ténélogue, ou c'est un gros mot en français. Démagogue. Démagogue. Pardon, papa, explique-moi un mot en français, je comprends. Faire de la politique. Non, c'est-à-dire que je raconte du n'importe quoi, des bobards. Faire de la politique de bas étage. Le mot démagogue, c'est il va commencer à parler quand mes copines au quartier. C'est-à-dire je séduis par le mensonge. Voilà, une fille me tente, me dit que tu es une ténalogue. Démagogue. Une quoi? Une fille me tente. Je l'insulte, c'est bon, démagogue. Tu fais de la démagogie. Tu fais de la démagogie. 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 Tu fais de la démagogie. C'est comme ça maintenant. Merci, Tendance. Oui, merci. Le français, on va apprendre. Absolument. Allez, Il ne fallait pas la musique. Il voulait juste des précisions dans des terminologies. C'est vrai que là encore c'est compliqué. Vous avez compris ce que Cabral a dit et vous avez compris ce que j'ai dit. Merci, chers tous. Allez, on revient sur ce plateau. Nous allons remercier Cabral d'être venu partager et surtout échanger avec nous. Il est revenu notamment sur son expédition au pays de l'oncle Sam, qui a également suscité beaucoup de controverses sur la toile. Oui, je vais vous prendre ce mot de fin. Et il nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. On y reviendra certainement. Alors, Cabral, le mot de fin, finalement, ce sera quoi? Non, c'est juste pour dire à tous les compatriotes qui nous écoutent qu'au-delà de l'opération et des opérations ponctuelles que nous faisons dans les lieux publics, les carrefours et autres, il faut savoir qu'il y a 360 arrondissements au Cameroun et que chacun de ces arrondissements est doté d'une antenne Elecam. Donc, vous pouvez certes vous rendre sous les tentes qui sont installées un peu partout pour vous inscrire, mais dans votre arrondissement, dans votre commune, il y a une antenne. Mes équipes, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, publient au quotidien les points de localisation de ces antennes. Donc l'objectif, chers citoyens, c'est que vous puissiez sortir de chez vous, vous rendre à l'antenne Elecam qui est dans votre circonscription de résidence et que vous vous inscriviez par vous-même. Moi, je crois au changement par l'élection. Le moment vient où on s'en parle, mais je vous assure, si vous vous inscrivez massivement, vous votez massivement, vous surveillez massivement votre vote, personne ne peut travestir la volonté populaire. Jusqu'ici, ça a été possible parce que nous avons abandonné. N'écoutez pas tout ce qui raconte tout et n'importe quoi, que ce soit sur ma personne ou sur l'opération. C'est ça aussi la politique au Cameroun, les égoïsmes, les jalousies et les histoires incongrues. Merci. Mon cher Cabral Libye, et surtout, nous allons certainement vous souhaiter un bon retour sur Yaoundé en espérant que vous reviendrez sur ce plateau lorsqu'il sera venu pour nous l'occasion de faire peut-être le bilan de cette opération. 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Mais Guy, nous allons prendre justement la revue des réseaux sociaux également ce jour. Avec vous. Merci Didier Patrice Aoué pour la revue des réseaux sociaux. On se rappelle donc hier, on a connu un triste événement au Cameroun. Un train marchandise a déraillé à Makondo, le chef-lieu de l'arrondissement de Ngoué, dans le département de la Sanaga maritime. C'est dans la région du littoral. Donc 4 wagons contenant du gasoil se sont retrouvés dans un ravin après s'être détachés de la locomotive qui, elle, a continué son chemin avec d'autres wagons. Des wagons donc qui ont commencé à déverser leur contenu le précieux liquide sur lequel les populations se sont ruées telles des abeilles sur une ruche. Et du coup, on a pensé à ce drame qui est survenu un 14 février, c'était l'année 1998 du côté de Yaoundé, plus précisément en Sam, où on a eu 200 victimes, justement parce qu'un camion-citerne s'était renversé et il y a de l'essence qui a coulé. Les populations se sont ruées pour puiser cette essence-là. Et ce qui est arrivé, on a enregistré 200 victimes. Donc les internautes ont déploré cette irresponsabilité, cette imprudence notoire des populations de cette localité.
Oui. Oui, Didier Patrice, si vous permettez que je puisse commencer, effectivement, Megui a commencé, mais cet accident pose un énorme problème. D'abord, l'accident, le dernier, qui a fait beaucoup de victimes, c'était en octobre l'année dernière, qui constate donc que notre voie ferrée est complètement délabrée, et que les pouvoirs publics ne font rien pour remédier à la situation. Si maintenant un train marchandise comme celui-là, avec du carburant, avec les hydrocarbures qui versent dans la nature, je ne sais pas quand est-ce qu'on va réhabiliter encore le rail pour que ces autres trains qui font ce trajet puissent encore rétablir le parcours. C'est un problème. L'autre problème également, il a parlé de la catastrophe de Sam. Je pense que le culte œcuménique qui avait été organisé à cet effet faisait état de la misère. C'est-à-dire que les populations vivent dans la misère. Parce qu'on a dit que quelques gouttes de pétrole ou d'essence sont en train de couler, on se rue précisément parce que nous sommes dans la misère totale. Et heureusement qu'ici, que ça s'est passé en brousse, en zone rurale et complètement en brousse, et que les forces de maintien de l'ordre, avant que les populations, parce que ce qui arrive également, c'est que quelqu'un vient avec la cigarette, ne sait pas, et les briquets et tout, bon, ça pourrait pu déclencher quelque chose. Bon, heureusement qu'il n'y a pas, on n'a pas marqué de victimes ici. Mais la misère. Mais par contre, oui, vous faites bien de noter l'aspect misère, effectivement, qui est récurrente chez nous. Mais en même temps, il y a une grosse inquiétude autour, effectivement, de notre tronçon, nos voies ferrées et tout cela. Donc, c'est un accident de trop, Charles Armel, je pense. Alors, Didier Patrice, il faut dire que on se retrouve dans une situation de bis repetita. Pourquoi je dis bis repetita? Lorsque nous avons eu l'accident de Sam et Foulane, je pense qu'un ensemble de mesures avait été prises et un ensemble d'instructions avait été donné par le chef de l'État pour l'amélioration des conditions, on va dire, de transport, que ce soit des marchandises et des personnes. Les choses qui n'ont pas été faites, on s'est retrouvé avec le drame des écarts où on a, on va dire, blanchi certains et cloué d'autres au pilori. Je m'attendais à ce qu'au sortir du 21 octobre 2017 de cet incident, qu'on en tire des conclusions, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, n'est-ce pas, Bolloré, qui avait la charge, qui a la charge du secteur ferroviaire au Cameroun, même si quelque part l'État a une part d'action à l'intérieur. Je m'attendais aussi à ce qu'on envisage la réflexion. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la question de l'extension de la voie ferrée, mais on ne parle pas de l'amélioration. Tandis qu'en Europe, on a déjà évalué la valeur métrique, a déjà changé en Europe. Nous, on reste encore sur les anciennes valeurs métriques. Quelle est la qualité comment on va dire, de citernes qui contiennent, qui récupèrent, qui transportent le carburant? Quelle est la qualité de wagons qui transportent les personnes et les marchandises? On nous a dit qu'on devait tout changer. Regardez la couleur. La couleur seule vous renseigne que c'est le bis repetita. Lorsque ça ne va pas, on ressoude, on change, on aménage. Donc, il faudrait véritablement qu'une réforme soit faite à ce niveau, quitte à ce que les gens prennent leurs responsabilités. Que ce soit sur l'axe de Belabo. Je ne compte pas le nombre de déraillements qui entre Yaoundé et l'extrême nord. Ça, je peux vous le dire. Trop de déraillements sur ces axes dont on n'en parle pas. Aujourd'hui, on n'en parle véritablement pas. Sur l'axe de l'extrême nord, il y a trop de déraillements. Vous ne pouvez pas dénombrer le nombre de déraillements qui arrivent et des accidents même qui ne sont à des moments pas relayés parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de réseau. Donc je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on organise des grandes réformes, qu'on pose les vraies questions et qu'on trouve les solutions. Ah oui, merci. Tendance Kenyé, qu'est-ce que cela peut susciter? C'est un accident de trop. Papa, comment j'ai vu ça? Quand il n'y a pas eu de mots, il dit, oh, je suis payé ça. Parce que l'accident qui s'est passé la dernière fois, déraillement de train, en bon français, tous ceux qui sont morts dedans, c'était ma famille. Donc, comme j'ai vu qu'il n'y a pas eu de mort, j'ai seulement dit, Seigneur, enfin, tu as exaucé mes prières. Parce que chaque fois que je fais mes prières, je dis seulement que pardon. Plus d'accident dans mon pays. Pardon, mais quand j'ai vu ça, et on a écrit, pas de mort, ils ont parlé en français là que, pas de perte humaine. Voilà ça, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que, oh, attention. Oh, papa, toi, c'est le dernier mot. Comme personne n'est mort, je peux même boire mais une bière, c'est tranquille. Si quelqu'un mourait, c'est que je ne vais pas dormir. Mais comme je n'ai pas vu le corps d'un citoyen ou le corps de quelqu'un, je ne peux que dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et pour moi. À quelques kilomètres de là, nous sommes dans la zone de Bolo-Versambelema. Il y a des accidents. Si vous permettez, d'accord, prendre le second sujet, Megui.
Voilà le second sujet, donc il s'agit de la sortie du député de Bamenda, Bali Kumbat. Voilà, Bali Kumbat, en la personne de Chinda, monsieur Honorable Chinda Simon, oui, voilà, qui se dit outré par la non-prise en compte de la région du Nord-Ouest pour ce grand rendez-vous d'envergure qui est la Cannes parmi les villes d'accueil, dont le député de Bamenda appelle le chef d'État à la rescousse. Il souhaite justement que Bamenda accueille soit une des villes qui accueille des équipes qui participeront à cette Cannes. Parce qu'il estime, il est député SIF. Il est député SIF, donc il estime que cette région est extrêmement lésée dans l'organisation de cette... C'est un débat, Bonbon Bengan, c'est un débat qui peut tenir. Qui peut tenir et qui doit tenir. Parce que j'ai entendu le secrétaire général du ministère des Sports dimanche. Il disait que, bon, comme on a ajouté deux autres poules, voilà, on a pris les ciseaux, on a sectionné Douala. Apparemment, il y aura deux poules à Douala, deux à Yaoundé. Mais attendez, c'est pas comme ça qu'on sectionne des poules. Donc, on peut maintenant légitimement envoyer une poule à Bamenda. Mais sauf que ça revient à poser le problème que nous avons toujours. Voilà. Est-ce qu'on va faire le, comment on appelle ça, l'aménagement confortatif? Jusqu'à Bamenda ou à Boya. Voilà, jusqu'à Bamenda, c'est-à-dire Bafoussa, Bamenda, on sait bien que cette route-là cause des problèmes depuis une dizaine d'années. Donc tout ne se limitera pas au stade municipal ou omnisport de Bamenda qu'on va réaménager, mais également à ces infrastructures routières-là. Donc voilà, mais au moins le problème se pose. Le problème se pose de toutes les façons, il est légitime que nous en fait, que ceux qui sont qui ont la responsabilité effectivement de l'organisation de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue au Cameroun tiennent compte également de cette partie du pays, Charles Armel. Moi je vois ça comme un piège. Excusez-moi de le voir, je vois ça comme un piège. Encore que tant, il faut dire l'élite du Nord-Ouest, pour la simple raison qu'il souhaiterait démontrer à l'échelle internationale que cette zone est encore une zone lésée. Ça, il faudrait le dire. Ça, il faut le prendre ça comme un piège. Est-ce que maintenant, le gouvernement va essayer d'anticiper, va essayer de prendre en compte? Là, on va voir, il y a plusieurs facteurs qui vont s'ouvrir. Il faudra des dépenses encore énormes. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps que le Ernest Dikoum a fait l'ouverture inaugurale pompeuse de l'aéroport de Bamenda avec tout ce que cela a pu consommer en termes de francs CFA. Est-ce que les infrastructures hôtelières, notamment avec ces différents hôtels, l'hôtel le plus connu de Bamenda, qu'on dit aujourd'hui était dans un état de décrépitude, est-ce qu'il faudrait pas penser à sa réhabilitation? Elle va coûter combien à l'État du Cameroun? Et s'il faut parler de stade, il faut parler de la route, l'aménagement, le revêtement confortatif. Est-ce que cela ne va pas coûter un peu trop? Est-ce qu'on ne va pas aller encore vers un enlisement dans cette crise dont les débrayages ne cessent de continuer de lundi et jeudi? Il y a des débrayages dans cette ville. Pourtant, tout porte à croire, tout portait à croire qu'on était en train de sortir vers la crise. Donc je crois qu'il faut encore revoir, et cette énième sortie vraiment risque d'enfoncer encore le clou parce qu'ils vont s'aggraver là-dessus. D'accord. L'avis de tendance Kenya sur la question. Réponse à la question. À un stade à Bamenda ou à Boya, donc parlons de Bamenda spécifiquement. Dans le sud-ouest. On parle du nord-ouest. Le sud-ouest n'a pas de problème. Ce que je dis à mes chers compatriotes, voilà. On va construire le stade. Ne vous inquiétez pas, mais faites d'abord la paix. Je veux plus entendre qu'il y a le désordre de ce côté-là. Comportez-vous bien. Parce qu'on va passer tout le temps à courir après vous que vous avez fait le désordre, vous avez fait ceci. Comportez-vous bien, on va faire ce que vous voulez. On va même dépasser le stade et faire des choses. On va même vous surprendre, pourquoi pas? Donc, il faut parler de ces maladies. Merci. Et je m'arrête la patte. Merci de t'arrêter là, ma chère tendance, qui nous permet de prendre le troisième sujet que nous propose Megui. Voilà, donc ici il s'agit de santé publique, donc le ministre de la Santé, André Mamafouda, qui affirme qu'une dotation de 11 tonnes de kits de dialyse vient d'être réceptionnée et un bateau est en route avec un autre stock. On se rappelle qu'il y a encore quelques temps, on nous a promis 500 kits de dialyse qui étaient déjà arrivés, 4500 qui devaient arriver. Bon, après vérification, on s'est rendu compte dans un premier temps que c'était une intox. Bon, par la suite, on nous a dit que ces kits de dialyse étaient déjà du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Donc encore 11 tonnes de kits de dialyse attendus.
bon, les internautes sont assez dubitatifs, stoïques même face à cette promesse du ministre de la Santé publique qui affirme encore que la situation d'impossibilité d'assurer les soins comme programmé est survenue à cause du nombre croissant des malades. Mais on se demande également, le nombre croissant des malades est dû à quoi? Est-ce que ça n'a pas la négligence qui a été observée justement dans la prise en charge de ces malades n'a pas accru même l'état des malades? À qui la faute? Nombre croissant de malades. Est-ce qu'on a d'abord pris en charge les malades déjà enregistrés? Il fallait donc déjà les prendre en charge et voir maintenant que non, ils étaient 10, aujourd'hui ils sont 20. C'est pour ça qu'il nous faut encore 3 ou 4 appareils. Mais déjà, on n'a pas pris les 10 qui étaient enregistrés et qui venaient régulièrement dans les centres de santé. L'autre chose, on parle de 5000 qui ne sont pas arrivés. Maintenant, 11 tonnes. Bon, 11 tonnes, ça représente combien d'équipes? Je n'en sais rien. Mais on veut parler comme ça des chiffres pompeux pour vous dire que non, attendez un peu, bientôt là. Mais la maladie, elle n'attend pas. Lorsque vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Cette annonce est politique. C'est politique. C'est politique. La maladie, vous n'allez pas dégager, vos reins ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. On dit les 5000 kits qu'on attendait ne sont pas arrivés. Maintenant, on vous dit il y a 11 000 qui sont en route. Non, 11 tonnes qui sont en route. Mais vous n'arrivez pas, vos reins ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas. Donc vous n'allez pas dégager ce qu'il faut, enlever vos mais quand même, sur vous. Quand même, les Camerounais aiment trop ça, vous aimez trop ça. Si on n'avait pas dit qu'il y a ça en route, c'est que vous devez insulter le ministre de Maman Fouda jusqu'à... Mais ils sont malades. Non, je ne refuse pas. Apprenez à accepter ce qui est bien, à apprécier ce qui est bien. Les gens ont parlé, non, comme il a dit que ça en route, mais bien on attend. La dernière fois, il a dit que les autres arrivaient encore, c'est arrivé. Les gens tendance en même temps, on annonce tout le temps. On annonce tout le temps et Momboka fait bien de noter que ceux qui ont été enregistrés n'ont jamais été pris en charge, etc., etc. Donc, il y a de quoi s'inquiéter quand même, que l'on vienne encore annoncer l'arrivée. On ne sait même pas où ces 11 tonnes se trouvent. Non, c'est là, c'est là. Que ça vient. C'est là, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant, c'est là quand même. Nous sommes rendus dans le cadre de l'opération Coup de cœur. L'opération Coup de cœur dont les Camerounais avaient cotisé et l'argent se trouvera entre le Cameroun voilà. En 1994. C'est ça, donc nous sommes encore dans cette opération, mais on va appeler cette opération Coup de cœur administratif de Maman Fouda, où le bateau se trouverait entre le point de chargement de 11 tonnes et le point d'arrivée qui est le Cameroun. Nous espérons qu'il n'y aura pas trop de vent, espérons que la marée ne va pas monter. Espérons qu'il n'y aura pas une panne qui va retarder en mer. Espérons qu'on ne va pas faire un transbordement du moment que ça arrive. Nous sommes partis de juin, juillet. Nous sommes en train d'approcher août. Un mois qu'il n'y a pas de... Un mois qu'il n'y a pas. Si aujourd'hui on nous a annoncé que ça a pris le bateau, il faudra 2 mois. Oui. N'ayons pas peur de dire les mots. 11 tonnes, ça nous sert à quoi que le ministre nous dit qu'il y a 11 tonnes? Pourquoi au vu de l'urgence, on n'a pas affrété un avion? On pouvait affréter un avion. Combien de ces gens vont s'amuser en Europe, vont s'amuser dans les différentes... Pour une soirée, dans les différentes villes, ils vont s'amuser, sont combien à s'amuser? Juste pour une soirée où c'est eux qui financent et c'est eux qui dépensent. Aujourd'hui, on va affréter un bateau parce qu'on a dit 11 tonnes, on va comprendre. Les phrases de Maman Fouda sont connues. Sur un total de 20 cas, répertoriés dans les régions du centre, du sud, de Y, nous nous sommes convenus, après avoir discuté avec les fournisseurs, discuté avec X, que nous devons avoir un tas. Est-ce qu'on connaît le taux? Dire que nous avons, un ministre de la Santé se lever et dire que nous avons un fort taux, le taux est croissant. Croissance représente quoi? Le croissant représente le nombre dans les villes du Nord, dans les régions du Nord, dans la région de l'extrême Nord, dans la région du Centre, dans la région du Sud. Qu'on arrête un peu avec les mots. Merci, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les mots. Celui qui ne peut pas, laisse et pose sa démission. Allez, merci. De toute façon, nous espérons effectivement que les dialysés soient prise en charge parce qu'il y a de la santé publique. On peut demander l'aide même ici au Tchad. On peut demander l'aide même à... Pourquoi ne pas anticiper même? Pourquoi il faut toujours qu'on attende qu'il y ait un mouvement d'humeur pour qu'il y ait réaction? Face à la catastrophe pour se mobiliser. Il faut anticiper. C'est pas aujourd'hui. Merci Mélie. Nous allons proposer également que l'on s'arrête autant d'une seconde pour prendre justement l'avis de nos amis téléspectateurs et concitoyens qui réagissent aux faits de société qui nous concernent tous. Voici Interpellation.
Pour le développement et le progrès dans notre pays, je pense que l'État doit multiplier des entreprises dans les campagnes pour éviter le désordre urbain que nous rencontrons dans les différentes villes, les grandes améliorations. L'État doit développer aussi le secteur informel comme dans des villages, mon village principalement, on cultive beaucoup d'huile, beaucoup de manioc. On doit faire la culture du manioc parce que c'est un produit dérivé. On doit multiplier comme ça pour retenir ces jeunes, pour éviter aussi trop des ordres rurales, éviter aussi l'immigration clandestine parce que nous trouvons beaucoup de Camerounais qui meurent, beaucoup d'Africains qui meurent dans la mer, loin de la terre natale et ils meurent dans la mer. Je pense que c'est des bonnes idées que l'État doit mettre sur pied afin de fructifier beaucoup d'emplois. Et c'est possible parce que nous avons beaucoup de terres, nous avons l'eau vert qui est l'agriculture, nous avons le fer, le bauxite, nous avons des produits dérivés, ils sont nombreux. Megui, à la suite justement de cette interpellation, quelle réaction? Mais oui, notre compatriote disait justement qu'il souhaite que l'État se lance ou s'investisse un peu plus dans la lutte contre le chômage en aidant les jeunes à s'intégrer et en encadrant ou alors en encourageant le secteur informel qui emploie qui peut employer beaucoup de jeunes. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne interpellation, surtout quand on sait aujourd'hui qu'il y a des ministères, une pléthore de ministères qui ne servent pratiquement à rien. L'argent qui est englouti justement dans le fonctionnement de ces ministères presque inexistant par rapport au rendement, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On pourrait justement l'investir dans la création d'entreprises, dans la création de projets qui pourraient intégrer la jeunesse afin de lutter contre le chômage prononcé dans notre pays. Le secteur informel, vous faites bien de le dire, qui semble sombrer dans une sorte d'imbroglio total, abandonné carrément par les pouvoirs publics, donc du coup tout le monde fait ce qu'il peut. On a le cas de Douala qui aujourd'hui croule carrément sous le poids de ce désordre urbain. Charles Armel, est-ce qu'un regard objectif des politiques sur le secteur informel ne pourra pas changer considérablement les choses? Alors, changer, est-ce que l'État lui-même a les propres moyens de sa politique? Il faut vous poser la question. Faites un tour dans la zone de l'Est, puis il a parlé des réserves minières. Faites un tour dans du sol et du sous-sol. Faites un tour dans la zone de l'Est Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les entreprises qui exploitent le bois camerounais datent de 1950. Date de 1950, ils ont plus de 60 ans aujourd'hui. Ils sont en train d'exploiter notre sol camerounais. Est-ce que lorsqu'ils procèdent à la déforestation, ils respectent leur cahier de charge, c'est-à-dire la mise sur pied d'un dispensaire, la mise sur pied d'écoles, la mise sur pied des habitations, la mise sur pied le cahier de respecter à l'aménagement des axes routiers, que non. Au contraire, ils font des ponts fictifs. Lorsque ces ponts lorsqu'ils ont fini de déboiser complètement, ils cassent les ponts pour ne plus permettre aux populations de pouvoir circuler et aux autres véhicules de passer. Est-ce que les inspections sont respectées par les ministères en charge, le ministère de l'Environnement, le ministère des Fonds et des Forêts? Que non. Nous tournons la page. Regardez dans la zone du sous-sol, du sous-sol camerounais, notamment avec les réserves. Ils disaient qu'il fallait créer des industries extractives, des industries de transformation. Est-ce que d'après les conventions que le Cameroun a avec la soi-disant coopération, on a le pouvoir de pouvoir transformer nous-mêmes nos matières premières? Que non. La preuve, aujourd'hui, l'État camerounais, à travers le CAPAM, se plaint du fait que le Cameroun paie 1 milliard de francs CFA chaque mois du fait de dissimulation de l'or sur le terrain. Qui a les chantiers ou qui gère les chantiers artisanaux dans toutes ces zones de l'extraction de l'or? C'est les Chinois. Comment les Chinois sont-ils arrivés? Pour l'interrogation. On les arrête tous les jours, ils sont sans papier, sans carte de séjour. Comment entrent-ils? Posez-leur la question. Allez, merci. Bombo Bengan, quelle réaction? Moi, je sais, on a créé un ministère en charge des petites entreprises et même de l'artisanat. Je préfère me limiter à ce que Charles Lamel, là où il a chuté. Le CAPAM a bien rendu sa copie en disant que nous pouvons passer maintenant à l'exploitation industrielle, c'est-à-dire aller à plus de 30 mètres du sous-sol. Et un jour, on nous dit, le Premier ministre a reçu 11 hommes d'affaires coréens qui vont exploiter le diamant. À aucun moment, on vous parle de transfert de technologie. Oui. Un peu avant, je pense, ça devait être en 2003-2004,
là on vous dit la SNI a décidé de créer Géovie Cameroun pour l'exploitation du nickel et du cobalt à Lomé. On ne sait plus où on en est aujourd'hui. On dit l'État doit créer, l'État oui, mais l'État a dit qu'elle ne fait plus rien. En réalité, elle va se limiter. Oui, elle a décidé, il va se limiter à payer les gros salaires par rapport aux orientations données en 67. Il lui avait laissé, par exemple, un DG à SNH, il va vous dire j'ai mes 45 millions. Ça me va. Ça me va. Bon, on est limité à ça, à l'ART et ainsi de suite. Oui. C'est pas un problème. D'accord. C'est tout un problème, mais de toutes les façons, nous faisons notre devoir qui est celui de constater et surtout de dénoncer. Merci à tous pour ces différentes réactions. Nous allons certainement prendre cette petite virgule qui nous permet d'accueillir nos, on va dire, nos partenaires dans le cadre, bien sûr, de cette production. C'est derrière ceci. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Etel et, non, plutôt Itel et Coco Simon nous ont rejoints. Bienvenue, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à toute la grande équipe en studio, les présentateurs, les caméramans, réalisateurs de l'autre côté. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et bien sûr les fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International. Nous savons très bien que vous vous demandez, mais c'est encore qui cela? C'est justement ce qu'Itel va se charger de vous dire ce matin. Voilà. Bonjour Patrice, good morning televiewers. African Shopping Complex International, of course, we're here again to talk about our prestigious showroom, a place where you can find all your beauty products, massage, weight loss, and of course, the well-being of all the couples out there. Right, Simone? That is it. Justement, nous sommes là pour vous révéler le secret de la beauté au naturel. On va donc commencer par toutes ces personnes qui aimeraient avoir une belle peau, une peau parfaite, une peau rayonnante. Et cela, bien sûr, se passe à travers notre magnifique gamme, la gamme SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa. Voilà, sur ce plateau dont nous avons notre gel, le SR Carambola Salt, qui est ce magnifique gel, est fait à base de sel de mer, de collagène et de miel. Des éléments très hydratants, des éléments très nourrissants pour notre peau. Vous l'avez justement là en visuel. Ce gel est un avant-savon qui viendra justement ouvrir tous les pores de votre peau et en plus de cela permettra de gommer le corps de manière à l'éliminer de toutes ces impuretés. Une fois donc que vous avez utilisé ce savon, votre corps est donc d'ores et préparé à utiliser notre merveilleux savon, le SR Carambola Soap. Lui fait à base de fils herbes caramboléens et de miel. Il viendra terminer le travail entamé justement par le gel en éliminant votre peau des boutons, des acnés, des points noirs et de tous les petits bobos laissés par le soleil et la pluie. Ça sera dorénavant une peau de star que vous aurez. On va dire que même les grands stars auront de quoi vous envier. On passe donc à un autre bien-être sur ce plateau aujourd'hui. On parle de santé, justement pour des personnes qui, après avoir utilisé des produits assez gras, des produits que vous retrouverez également dans nos différentes boutiques, vous avez la graisse qui est restée dans le corps, elle est brûlée, mais cependant, elle n'est pas extraite, elle n'est pas évacuée. Qu'est-ce qu'il faut donc prendre justement pour la sortir de l'organisme? Il s'agit tout simplement de notre délicieux Slimming Tea. C'est justement ce thé qui viendra évacuer, drainer, sortir toutes les graisses restées ancrées dans votre organisme. Et en plus de cela, il permettra justement de raffermer la peau. Parce que vous savez, quand vous perdez du poids, parfois il y a la peau qui vient à pendre. Et justement, avec ce thé, vous êtes à l'abri de ce petit bobo-là. On vous présente également des thés assez spéciaux sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit de notre Hypertension Tea, qui est justement adapté à ces personnes qui souffrent d'hypertension, qui ont du mal à se maîtriser, du mal à se contrôler, qui vivent franchement au quart de tour pour un rien. Justement, ce thé permettra de normaliser votre tension et de réguler votre pression
votre pression artérielle. On n'oublie pas ces personnes qui souffrent de diabétique parce que pour elles également, c'est pas évident de trouver des thés adaptés à leur organisme. On a donc à African Shopping Complex International notre Sugar Balance Tea qui viendra également réguler le taux de sucre contenu dans votre sang. On passe à un autre bien-être et cette fois-ci, il s'agit du bien-être des cheveux. Pour ces hommes qui souffrent de calvitie, pour ces femmes qui souffrent de chute ou encore de mon vieux, prenez votre calme. La solution se trouve à African Shopping Complex International. À travers notre hair nurturing, constitué de son shampoing justement et de son gel, il viendra faire pousser les cheveux sur toutes les parties désertes. Dorénavant, on dit bye bye au mon vieux, on dit bye bye à la calvitie. C'est une tête pleine de cheveux pour tous les hommes et toutes les femmes. On termine sur ce plateau aujourd'hui à travers notre gogo massage, voilà, notre petit appareil de massage qui non seulement viendra vous détendre, mais également vous relaxer. En plus de cela, il permettra justement de libérer toutes les mauvaises articulations du corps, viendra vous détendre après une journée de travail et au final permettra également un sommeil doux parce que oui, une fois que madame vous aura massé, voilà, ça sera parti pour un sommeil très très doux et très très léger, voilà. Alors localisation pour nous retrouver, c'est très simple, à l'international parce que nous sommes également international. Nous sommes à Cotonou au Bénin derrière le stade de l'Amitié. Au Togo nous sommes situés à l'ancien immeuble Air Burkina. Au Cameroun nous sommes à Douala derrière la Total BP Cité en face paroisse Chris Roy. À Yaoundé face garantie voyage Sam et très prochainement à Bamenda. Et on va le préciser, nous sommes en grande promotion et nous recherchons justement des personnes qui peuvent nous représenter au Cameroun et à l'international. Les codes d'accès, vous les avez inscrits au bas du petit écran. Avec African Shopping Complex International, c'est la beauté naturelle et le bien-être assuré. Allez, merci Simone Coco et Itel de nous avoir rendu visite sur ce plateau. Nous ressortons avec cette transition. African Shopping Complex, la beauté africaine. Notez amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant, apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Suite et fin de cette production du jeudi, Megui nous livre ces quelques messages qui nous sont parvenus. Voilà, donc on a ce téléspectateur qui a une préoccupation. Il nous dit qu'il est à Banga Pongo et l'ECAM n'y est pas disponible. Et les populations de là feront donc comment pour les inscriptions sur les listes électorales? Tu se déplaces à la mairie de Douala 3. Douala 3, à côté de la sous-préfecture. À côté de la sous-préfecture, c'est l'endroit, il dépend de Douala 3. Et les camels là tous les jours ouvrables. Tous les jours. À partir de 8 heures en fait. Voilà, donc on espère que vous nous avez entendu. Et donc sur la page Facebook de l'émission, je rappelle c'est 10-12 le Zénith, le nom de la page. On a James Pro qui nous dit si le téléphone Android est une drogue, je crois que c'est une bonne drogue. Je viens de télécharger en PDF un document de 5504 pages parce que je ne pourrai jamais l'acheter vu mes revenus. Voilà, il nous écrit depuis la ville de Chang. Ce n'est pas le téléphone en soi qui est mauvais, mais lorsque un utilisateur filme n'importe quoi pour nuire à qui que ce soit, il envoie n'importe où, c'est ça qui fait problème. Voilà. On a Francis Love Yongol. Ma grande sœur a oublié de laisser son fils à l'école lundi de cette semaine à cause d'un groupe WhatsApp où il commentait une série de Novelas TV. Ça arrive presque tout le temps dans notre société en fait, surtout avec les novellas et autres. Regardez juste la façon même pour parler et rester sur le téléphone, bien que la question du jour portait sur la diction, n'est-ce pas, occasionnée par le téléphone portable, les smartphones. Il faut dire que, regardez la façon avec laquelle les groupes WhatsApp, ça charge les photographies, les vidéos. Votre téléphone est saturé à moins d'un temps record. Vous vous demandez même à la fin, qu'est-ce qui ralentit? Trop de groupes et tout ça. Donc moi j'estime, et je pense, et je suis d'avis, que le téléphone, ça aide, mais il faudrait qu'on essaie de procéder à une restriction des
temps et derrière l'utilisation, comme il y a un lieu pour fumer et un lieu pour non-fumeurs? Moi, je crois que ce sera très difficile parce que, comme on l'a dit... Ça se fait en Europe. Pourquoi ça va se faire ici? Ça peut se faire, mais ce sera difficile. Je dis que ça peut se faire. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas se faire parce qu'il y a déjà des mesures qui sont prises. J'ai parlé tout à l'heure l'utilisation du téléphone au volant. Au volant, c'est sanctionné. Quand on vous prend en train d'utiliser votre téléphone au volant, je crois qu'il y a une amende de 25 000 francs en principe que vous devez payer. Et ça a été... c'est officiel. Vous avez imaginé l'aspect corruption qui... Justement, effectivement que la mise en application devient difficile. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut changer le régime. Voilà. Mais sinon, ce sera très compliqué de vraiment réguler parce que, comme je le disais aujourd'hui, les téléphones sont pratiquement des ordinateurs où on travaille. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un de travailler. Si je suis... Les gens travaillent partout maintenant, dans un restaurant, en train de on doit travailler, on doit être en train de consulter. On est d'accord, Charles Armel, on est d'accord que ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il faut plus appeler les gens à la responsabilité et à la prudence. C'est pour ça qu'il faut parler de sensibilisation autour de l'utilisation de ces téléphones portables ou appelés smartphones. Il faut franchement que les uns et les autres soient plus responsables, parce qu'il y en a également qui diffusent des images qui sont à la limite de l'acceptable. On peut trouver des mesures pour punir les gens qui diffusent des images. On doit peut-être s'adresser à Facebook ou à WhatsApp. Voilà, ou bien qu'ils aient une censure, c'est-à-dire qu'aussitôt publié, aussitôt retiré. Voilà. D'accord, la suite des messages, Megui. Donc, on a cet autre message. Beaucoup de messages sont adressés à Cabral Libye. Beaucoup. On les lit. Il est hors antenne déjà. Beaucoup de messages d'encouragement. Quelle que soit la colère du lion, Cabral reste et demeure notre candidat. Je voudrais demander à Cabral comment faire pour déposer sa contribution. On a parlé de contribution. Bon, en même temps, Cabral ne s'est pas encore déclaré candidat. Cabral a dit que ça ira par étapes. Voilà. Maintenant, c'est l'étape des inscriptions massives sur les listes. À partir du 1er septembre, il va se lancer dans une autre étape, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc Paul depuis Yagua qui nous dit être pour ou contre le téléphone n'a pas de sens. Le véritable problème c'est celui de l'adaptation de l'homme. Absolument. Voilà. C'est ça qu'il a dit en d'autres termes. On est d'accord. Et donc moi c'est Silvio de Yaoundé. Je pense que le téléphone est indispensable à la vie quotidienne puisqu'il nous permet de vivre l'actualité. Alors, non, on ne peut pas suspendre le téléphone, mais diminuer les applications nous feront plaisir. Armel Dadigno. C'est ça notre avis aussi. Sauf qu'il y a là une question de liberté, c'est-à-dire que les utilisateurs des téléphones portables choisissent eux-mêmes de télécharger les applications qui plaisent à qui. Voilà. Le téléphone est une maladie qui peut nuire à la santé et ça cause aussi beaucoup de problèmes conjugaux et sociaux. Voilà. Donc, d'où l'interpellation aux uns et aux autres. Même dans le couple, là, il peut avoir un dialogue où les conjoints se disent, bon, voilà les règles qui sont établies. Oui. Quand tu es à la maison, à partir d'une certaine heure, les téléphones peut-être doivent être off ou bien on s'arrange à ce que, voilà. Mais c'est quand même, c'est assez compliqué quand même. Assez compliqué, ça. À la maison, il faudrait que la femme parle la première. Parce que quand monsieur va lui dire que voilà, vos nouvelles, toi tu regardes nouvelles jusqu'à 23h alors que moi je veux que tu sois ailleurs. À côté de moi, va dire la liberté voudrait que... Bon. Et là, ils vont encore nous accuser. Élisée, depuis Lopom, c'est le régime Biya qui est responsable de la dérive des téléphones parce qu'il ne surveille pas chaque utilisateur et encourage l'occidentalisation. Et comment ce régime pourrait-il surveiller chaque utilisateur? On sait généralement qu'il y a ce qu'on appelle les administrateurs de ces réseaux sociaux. Les pouvoirs publics ne sont pas non plus administrateurs de ces réseaux sociaux. Donc, à un moment, je ne sais plus quel ministère de la communication, si c'était Femme Dongo, BITB, Samouki, d'autres, on avait mis ici une brigade de contrôle d'Internet. Il semble que quelque chose comme ça était mis en place à Yaoundé. Bon, c'est à eux de nous dire. Ils voulaient, qu'est-ce qu'on visait en mettant cette brigade-là? Est-ce qu'on est en mesure de contrôler? La seule chose qu'on a compris, c'est qu'on a coupé Internet dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça veut donc dire qu'il peut y avoir des mesures
de contrôle également et de restriction de certaines choses. Je vais plus loin en disant que lorsque vous avez vu le phénomène Facebook prendre de l'ampleur, vous vous êtes rendu compte que la Chine s'est fermée. La Chine s'est fermée au système de Zuckerberg. De Mark Zuckerberg, ils ont créé leur Facebook avec leur réalité et leur modalité. Et même leur Google. Leur Google. Ça a d'abord fonctionné suivant ce principe avant de s'ouvrir au monde. Donc c'est pour vous dire, et là le secteur a été bien réglementé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous on va embrasser tout? On va laisser tout aller. Parfois, vous êtes sur vous êtes en train de regarder peut-être sur Facebook les informations. Vous vous retrouvez ce qu'on vous a envoyé, une vidéo d'une femme avec un animal. Vous vous posez tout un tas de questions. Donc, j'estime qu'à un moment donné, et puis, moi, mon souci, aujourd'hui, c'est de limiter l'ensemble des dégâts. Dans une réunion, les gens sont en train de manipuler le téléphone. Voilà. À l'église, les gens manipulent le téléphone. Oui, traversant la rue, les gens manipulent le téléphone. Il faudrait qu'on réglemente cela. C'est très bien, c'est très bien. Mais il faut qu'on se dise quelque chose quand même. Aujourd'hui, avec le téléphone, on va revenir à dire la même chose. Ce sera très difficile parce que tel que nous sommes sur ce plateau en train de faire notre travail, il y a des gens qui ne travaillent que sur Internet. On a aujourd'hui les e-ventes et tout, les ventes sur Internet. Et il y a des gens qui n'ont que ça pour activité. C'est-à-dire que vous avez des pages de vente. Oui. Vous avez des pages de vente, il y a beaucoup de pages comme ça. On parle de la... Vous avez dit tout à l'heure je suis d'accord, mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous parlez d'addiction alors que chez d'autres, ce n'est pas une addiction, c'est un boulot. Ceux qui sont dans le boulot, allez, merci. Merci. Le débat sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux continue en tout cas d'effrayer la chronique, mais il y va de la responsabilité des utilisateurs de ces différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'heure est à la sensibilisation. Peut-être que suivra effectivement la mesure qui pourra réguler ce secteur-là comme on l'a fait, vous le dites si bien, en Asie et en Chine. Madame, messieurs, merci. C'est sur ce que nous mettons un terme à la production de ce jour. Merci à tout le panel. Merci également à Cabral Libi qui nous a rendu visite. Merci à vous qui nous avez écrit, à vous qui nous avez regardé. Nos programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Au revoir.